Bonjour et bienvenue dans la rubrique de G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission consacrée aux intégrales de l'incroyable Hulk sur le run de Peter David. Et évidemment, pour ces émissions qui sont aussi régulières qui sont pas régulières du tout. Bon, la dernière, c'était il y a 11 mois. Et il y a 11 mois, j'étais donc évidemment avec mon camarade Spider-Mat et que j'ai le plaisir évidemment d'accueillir ce soir pour cette nouvelle aventure. Comment ça va, mon Matounet? Ben ça va, ouais, 11 mois. 11 mois. 11 mois. 11 mois, ma couille droite. On a du mal à se trouver en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Difficile. La vie, les lectures différentes, la famille, les enfants, voilà quoi, c'est pas. Et puis surtout, en même temps, on fait ce qu'on a toujours dit, on ne se force pas. Donc moi, je ne te force pas. Je sens que tu me juges. Non, ça va. Non, parce que je pense on avait bien galéré avec 1989. 90 nous avait fait du bien. Ouais. Mais je pense que 89 avait laissé des cicatrices quand même. Et qu'il fallait peut-être quand même laisser passer un petit peu de temps pour revenir avec cette intégrale 1991. Voilà. Avant de commencer, est-ce qu'on répéterait pas le concept de l'émission? C'est exactement pareil que pour les intégrales Spider-Man. On prend une intégrale, une année, on va disséquer épisode par épisode, et puis à la fin, on va donner notre avis global sur cette année. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, si ce n'est que notre envie est toujours un petit peu plus grande. Avant de commencer cette émission, j'avais envie quand même que tu nous dises un petit mot sur le podcast que tu as créé avec Nico, les Chroniques de Spawn. C'est ça, les Chroniques de Spawn, le principe c'est un peu le même que cette émission sur Hulk. On revient sur les intégrales Spawn. Donc là, pour l'instant, les archives de Spawn, édité chez Delcourt. Donc là, on a déjà fait le tome 1, l'épisode pilote. Et puis, il y aura des émissions hors série, du coup, qui reprendront les hors séries, les choses comme ça, les tomes un peu séparés. Et voilà. Et c'est, comme je disais, c'est le même principe, en fait. On s'arrête sur un tome, plus ou moins une année, avec numéro par numéro. Et voilà. Et on kiffe bien. On peut retrouver ça sur tous les agrégateurs de podcasts. C'est ça, tous. Voilà. En tapant couille droite. Non, tout à fait. Les Chroniques. Ça faisait un moment aussi qu'avec Nico. Ça faisait aussi un an, je crois, avec Nico qu'on en parlait. Puis, Oui, toi, t'es sur un an, toi. Hein. Généralement, il faut une année. De son côté aussi, il y a eu plein de choses privées. Une année chargée. Et puis voilà. Donc là, en tout cas, c'est très bien. Et vraiment, si vous êtes fan de Spawn, ou même si vous n'êtes pas fan de Spawn, je vous invite vraiment à aller écouter cette émission. Pas simplement parce que c'est Matt qui l'a produit, mais vraiment parce que c'est une émission de qualité. Vous êtes deux beaux passionnés de ce personnage-là. On apprend plein de choses et vous nous faites vibrer sur cet univers que je ne connais finalement que trop peu. Et ça donne envie de lire du Spawn. Et ça, c'est un indicateur. Si en écoutant un podcast, une émission, en ressortant, vous avez envie de lire ce dont on vous a parlé, c'est que les gens, ils en parlent plutôt bien. Et d'ailleurs, j'en profite, pour remercier tous les gens, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui m'ont envoyé des messages par rapport à cette émission, quand serait la prochaine. Alors, je dis pas qu'il y en avait 2 par jour, évidemment, mais très régulièrement, j'avais des relances. Évidemment, à chaque fois, je disais que c'était de la faute à Spider-Man, parce que J'accepte ma part de responsabilité. Mais en tout cas, ça fait super plaisir de voir qu'il y a pas mal de gens qui suivent ces émissions. Voilà. Donc, on s'était quitté en 1990 après une intégrale absolument magnifique, si ma mémoire est bonne. Surtout après 89. De toute façon, après 89, si tu veux, même un épisode de Camping Paradis, ça mérite un Oscar. Voilà, on va pas se mentir non plus. Mais c'était une année vraiment sympa où on avait Delkion qui commençait vraiment à prendre ses marques, à commencer à s'amuser beaucoup sur la série, et Peter David qui retrouvait du poil de la bête et il nous proposait vraiment une histoire extrêmement intéressante et puis surtout centrée sur les tourments intérieurs de Banner. Et donc, avec ce premier épisode, le 377, qui est peut-être un de mes préférés
de tout temps que je vais te laisser en fait nous pitcher, on est évidemment immédiatement de retour dans ces préoccupations psychologiques du côté de Banner. C'est ça. En fait, à la fin de 90, on assistait à une lutte intérieure entre Joe Fixit et le Hulk vert et Banner. Donc c'était assez violent, avec des phases de métamorphose bien marquées. Chaque personnalité essayait de reprendre le dessus, Banner essayait de les séparer. Et plus ou moins à la fin, on retrouvait pas, un Banner mort, mais dans un sale état quand même. Ah oui. Et Doc Samson qui disait que il allait tenter un truc. Il allait tenter un truc avec tout ça. Et donc dans cet épisode 77, donc le premier de l'intégrale de la 91, c'est une séance de psy avec Doc Samson et Joe Fixit, donc les trois personnalités de Joe Fixit, le Hulk vert et Banner. Et il va essayer de les réconcilier, de trouver ce qui va pas et de voir ce qui est possible de faire avec ces trois personnalités. Parce que clairement, elles ne peuvent plus cohabiter telles qu'elles ont essayé de le faire, en tout cas. Ouais. C'est plus possible. Ah bah oui, parce qu'on avait vraiment, en plus, je crois que c'était le dernier épisode de 90 où on voyait cette image super célèbre où Banner à moitié Hulk gris, à moitié C'est Banner, à moitié Hulk vert, ça fait trois moitiés, vous me direz, mais il y a du monde dans ce petit carreau. On appelle ça des tiers, mon cher. Oui, mais il y a du monde, donc ça prend beaucoup de place, ça déborde, tu vois. Et on le voyait en fait qu'il était, cette lutte intérieure était en train de le détruire quoi, complètement. C'est ça. Et c'est vraiment Doc Samson. Alors moi je dis toujours Samson, désolé, qui va essayer avec l'aide du maître de manège, parce que le maître de manège aussi qui fait comment on appelle ça, de l'hypnose pour essayer en fait de pouvoir travailler à l'intérieur directement de la psyché de Banner. Et donc ça donne, c'est vrai, des images super intéressantes, notamment cette page de garde, cette première page qui est fascinante, je trouve, où tu as vraiment en fait les trois personnalités, et Samson en fait, qui sont assis et puis qui commencent à discuter, quoi. Et là, c'est pour vraiment. Et on va se rendre compte qu'il y a un trauma précis derrière tout ça. Et c'est Banner en fait qui se faisait battre par son père quand il était gamin, quoi. Donc il le voit mais comme un monstre. Ah ouais, cette page cette pleine page où t'as son père dessiné en monstre par Keon. Ouais. C'est superbe. Et où tu vois même les deux Hulk, le vert et le gris, en fait, qui sont même impuissants en fait face à lui, quoi. Ouais, c'est ça, totalement. C'est vraiment la figure du père intouchable, omnipotente, voilà, quoi. Et le truc que je trouve hyper intéressant là-dedans, d'abord, vas-y, continue. Après, je te dirai. Non, moi, en fait, ça m'a aussi renvoyé au récit monstre de Barry Windsor Smith, qui est sorti l'année dernière, début d'année, je ne sais plus, l'année dernière, je crois. Ouais, je crois. Fin d'année dernière. Ouais, c'est ça. Qui traite de ça, en fait, la violence, entre autres, mais c'est quand même assez central. Oui. Un enfant donc qui se fait battre par son père et de base ça devait être écrit pour Marvel et pour Hulk, ce récit monstre, et ça aurait été juste ouf en fait, et Marvel avait refusé parce que trop violent, pas assez Marvel. Ouais, pas assez Marvel, là c'était vraiment quand même assez, mais ça aurait été magnifique, franchement. C'est un gros regret que j'ai. Ah ouais. Un très très gros. Enfin, ça aurait été culte. Ça aurait été culte. Oui, ça aurait été culte, mais finalement, ça l'est tout autant, tu vois. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que sur un personnage comme Hulk, une histoire comme ça, franchement, waouh. Là, ça aurait déboîté. C'est une pierre énorme à ce personnage. Ouais, ça aurait été magnifique. Et tu vois, moi, il y a plusieurs. Alors, de toute façon, je crois qu'il n'y a pas une case en fait là-dedans qui me plaît pas. De voir que celle qui réussit finalement aussi à remettre un petit peu d'accord tout le monde, à même faire chialer les Hulk, c'est la mère de Banner, qu'on voit apparaître en fait dans son esprit. J'aime beaucoup aussi que dans ces épisodes-là, ça m'avait énormément marqué. En fait, on comprend d'où
quel traumatisme a en fait créé le Hulk vert et le Hulk gris. On voit que le Hulk vert, c'est vraiment le Banner enfant, qui peut pas se défendre et qui donc réagit en mode ouga, ouga bouga, Hulk tapé, Hulk écrasé. Et donc ça explique complètement et ça valide complètement le fait d'avoir ce Hulk pas décérébré, mais ce Hulk très enfantin finalement, et qui est vraiment dans la réaction à la violence, voilà. Et le Hulk gris qui est finalement aussi le résultat d'autres traumatismes, et notamment des premières années en fait de jeune adulte de Banner, où il avait beaucoup de mal avec les nanas, ce genre de choses. Et le Hulk gris, c'est un petit peu cette réponse-là, avoir un Hulk qui soit beaucoup plus, une personnalité qui soit beaucoup plus forte avec les nanas, qui soit capable de se mettre en avant, capable de faire des blagues, capable de prendre les choses en main. Et donc on voit vraiment la construction de ces deux personnalités dominantes dans la tête de Banner. Et ça aussi, je trouve que c'est incroyable le boulot qui a battu en 22 pages. Quoi. Vraiment, pour moi, c'est un de mes épisodes préférés. Je les ai pas sortis là, tu vois, c'est dommage, j'aurais dû penser parce que j'en ai quelques-uns, je les ai pas tous, mais celui-là, je l'ai en VO et ça me fait vraiment super plaisir. Et est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'issue de cet épisode? Eh bien, comme tu l'expliques, on voit les différentes personnalités, de pourquoi elles existent en fait, ce que la bombe gamma a fait ressortir en fait, au final. Et à terme de tout ça, les trois personnalités se mettent d'accord, fusionnent, et bien ça nous donne donc une quatrième itération, une finale en tout cas pour l'instant, du professeur Hulk, en tout cas. Voilà, qui est un mix parfait entre les trois. Et j'aime beaucoup en fait ce que dit le maître de manège quand il commence à apparaître. Il dit, quand il voit le professeur Hulk commencer à apparaître, il dit: ça dépasse tout ce que j'ai jamais vu, que n'importe qui ait vu. On est vraiment sur la forme la plus parfaite qui puisse exister en fait pour Hulk. Et la dernière page, pareil, tu vois, quand tu tapes professeur Hulk sur Google Images, c'est vraiment cette image-là que tu vois, avec le dessin de Delkion hyper imposant, souriant, Betty qui ouvre la porte et qui est face à ce colosse. Enfin, parce que t'as la puissance du Hulk vert, qui a toujours été le plus puissant, même que Joe Fixit. T'as l'espièglerie et l'esprit un peu calculateur de Joe Fixit, et t'as l'intelligence de Banner. Et moi, Joe Fixit, j'adorais le personnage, mais c'était juste que dans les histoires dans lesquelles il était en 89, et en plus avec les dessins, ça aidait pas, c'était pas intéressant en fait. Le personnage était pas mis en valeur, mais c'était utile pour arriver là, au final. Ouais, c'est ça. Et parce que si t'as juste la puissance du Hulk vert avec l'intelligence de Banner, il manque quelque chose quand même. Il manque la partie de Joe Fixit, en fait. Tu vois, et la partie de Joe Fixit, j'aime à penser que c'est aussi tout l'humour, toute la gouaille de Peter David. Ouais, c'est ça. Vraiment, tu vois, parce que c'est vraiment ça en fait qui met dans Joe Fixit. Et j'aime beaucoup. D'ailleurs, Peter David qui va ressortir une mini-série sur Peter David, sur le Hulk gris. Oui. Voilà, je suis déjà abonné. Je l'ai reçu. Évidemment. Et c'est vrai que Joe Fixit a toujours eu une aura un peu culte, un peu mythique dans les comics. C'est vrai qu'au final, les histoires vraiment avec Joe Fixit sont pas marquantes en fait. Cette personnalité, je l'adore et elle était nécessaire pour ce Hulk, mais au final. Il y a le début en fin 88 qui est hyper intéressant. La fin au début des années 90, mais le gros morceau, pour moi en fait, je suis totalement d'accord. En fait, il met pas du tout en valeur le personnage parce que ça le met dans des situations idiotes. De toute façon, on va pas refaire le truc, mais on voyait bien. Mais c'était investi dans son truc. Quoi. C'est dommage. 89, il a fait de la merde, voilà. Mais par contre, bien des années plus tard, il y aura d'autres fois où on aura l'occasion aussi d'entreapercevoir le Hulk gris, et ce sera à chaque fois savoureux, à chaque fois sympa. Rien que dans Immortal Hulk, quand il réapparaît, tu vois. Là, il a vraiment un rôle prépondérant dans Immortal Hulk. Ouais. Mais dans le run de Paul Jenkins aussi, tu le vois.
Ouais. C'est vraiment un truc génial, le run de Paul Jenkins. Pour ça, pour tout un tas d'autres raisons. Mais voilà. Eh bien, on attend la réédition. Panini. Oui, tout à fait. Panini, c'est mort. C'est pas pour tout de suite. Faudrait un film Hulk. Ouais, faudrait un film Hulk, c'est malheureux, hein, mais c'est la seule manière de débloquer certains arcs et runs. Je suis même pas sûr qu'ils iraient là-dessus. Je suis même pas sûr. Bref. Des fois, ils ont une politique que je comprends pas bien. Enfin, en règle générale, je ne la comprends pas. C'est plutôt rare quand je la comprends, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Je suis pas éditeur. C'est pas grave. Et puis, il n'y a pas tant que ça à éditer sur Hulk non plus, si tu t'en tiens vraiment à la ligne historique, tu vois, sans compter les à côté et machin. Il y a plein de trucs que tu peux faire, mais c'est vrai que je t'avoue, si tu sors 6 éditions de Planet Hulk et qu'à un moment donné, en 20 ans, tu ressors pas une seule fois le Hulk de Paul Jenkins. C'est ça. Hulk, c'est pas le personnage qui a eu 43 séries en même temps, tu vois. Ah non. Il y a moyen de faire, tu vois, il y a moyen de faire, de sortir les trucs principaux, quoi, assez facilement. Tout à fait. Mais après, voilà. Peut-être que si jamais ça ressort en Epic Collection, peut-être qu'à ce moment-là, ils le feront. Ce qui n'est pas certain, parce qu'il y a tout un tas de trucs qui sortent en Epic Collection du côté de chez Marvel que Panini ne fait pas non plus. Écoute, c'est pas grave. Hein. On peut passer à l'épisode suivant. Bien sûr. Et c'est un épisode tout à fait particulier que j'avais eu le plaisir en fait de chroniquer avec SN Parode pour un calendrier de l'Avent. Ah oui, c'est vrai. Dans une de ces émissions, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, un truc comme ça. Le 378, qui est ni plus ni moins en fait qu'un épisode de Noël des mois après Noël. On va retrouver Rick Jones qui va, si je dis pas de bêtises, dans une espèce d'hôpital pour enfants malades où il y a tout un tas en fait d'enfants turbulents. À noter en fait, il est dans le bâtiment où Samson est en train de soigner Hulk et en attendant, il va se balader en fait dans le bâtiment. Il va tomber donc sur les gamins dans l'aile pédiatrique. En fait. D'accord. Ah oui, et puis d'ailleurs, on a oublié de le dire, mais dans l'épisode en fait d'avant, il y a une référence à ce qui allait se passer le mois suivant, puisque dans l'épisode d'avant, dans le 377, Rick Jones boite, et à un moment donné, et on va comprendre à la fin de cet épisode pourquoi il boite. Tout est lié. C'est ça. Tout est lié. Tout est lié. Et en fait, quel travail scénaristique. La folie. Tom King, si tu nous regardes. Pas du tout. Ça se voit que je suis en train de relire Batman Rebirth. Peut-être. Et qu'est-ce que je disais ? Oui, et donc il va discuter avec ses enfants, et puis en gros, il va leur raconter une histoire de Noël, une histoire de bagarre entre le Hulk gris, le Hulk Joe Fixit, et le Rhino. Voilà, est-ce que c'est une histoire inventée, est-ce que c'est pas une histoire inventée, on ne saura jamais. Mais si je vous la fais en cours, le Rhino se retrouve dans la période de Noël dans une ville, il est triste, il est seul, il a envie de commettre un mauvais coup, et puis finalement il voit qu'il y a un Père Noël, il décide de lui sucrer en fait son costume et de prendre ni plus ni moins en fait la place du Père Noël pour espérer faire un mauvais coup, et puis le Hulk gris va s'en mêler, etc., etc. Il va y avoir un bagarre. C'est un épisode qui raconte pas forcément grand chose, mais qui est très sympa, qui est très très drôle, qui est vraiment c'est un épisode en fait d'amusement, hein, ni plus ni moins. Hein. C'est clair, c'est sympa. J'aime bien la fin aussi, elle est marrante. Elle est marrante. Oui. Ça se termine plutôt bien en fait. Et puis t'as des, là du coup c'est dessiné par Bill Jaska. Tout à fait. C'est pas Del Keown. Et c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien. Ouais. C'est pas un dessinateur qui a fait grand chose en fait. J'ai un petit peu regardé vite fait. Il a fait quelques épisodes d'X-Men, il a fait quelques petits épisodes de Nexus à l'époque. Enfin, il a pas dessiné grand chose. C'est même pas son métier principal, je crois. Le mec, il est même acteur. Enfin. Il a pas du tout un trait qui est dégueulasse. Loin de là. Pas du tout. Franchement, tu sais quand t'as Joe Fixit qui revient déguisé en Père Noël et qui fait ho 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 là sur la case, franchement, le visage il est trop bien dessiné avec la barbe du Père Noël. Franchement, c'est cool. Franchement, c'est vraiment bien dessiné. Des bonnes expressions et tout, c'est plutôt cool. Ouais. Et t'as des petites expressions The Mask. C'est vrai. C'est vrai. Si tu regardes le visage, les sourires de Joe Fixit, t'as des petites expressions de la The Mask. Tout à fait. Un petit épisode bien sympa. Et si je te dis pas de bêtises, il est ancré par Jeff
Albrecht et qui va dessiner un épisode 2 mois après, je crois. Là, il ancre et 2 mois après, c'est lui qui va dessiner. Si je te dis pas de bêtises, on aura l'occasion de le voir après. Après, s'il y a un truc qui est quand même intéressant aussi sur cet épisode, moi j'aime bien le délire, tu vois, de la petite respiration, le petit, la petite pause. Ouais, j'aime bien. J'aime bien quand ça raconte quelque chose de sympa, tu vois. Et là, ça raconte un truc sympa. Et j'aime beaucoup, une fois de plus, en fait, la dernière page qui nous montre le Panthéon, Delphes, Paris, qui commence de nouveau à discuter. Donc, ça nous remet encore un tout petit peu plus, une dernière fois, le Panthéon au centre du propos. On sent que ça va arriver. Et j'avais noté, en fait, une phrase que j'ai trouvée intéressante. En fait, c'est Paris qui demande à Delphes si Hulk va les rejoindre. Elle dit oui, mais comment elle dit ça, que ça ne te réjouira pas, et ça, en gros, ça ne réjouira personne. On comprend déjà que ça va pas bien se passer, cette association Hulk-Panthéon. On sait aussi que Ulysse, qu'on ne connaît pas encore à ce moment-là, va survivre à toute cette histoire. Et de la manière dont répond Paris, on comprend aussi que Paris est vraiment le salaud, la merde molle de cette équipe du Panthéon. Il a l'air, hein. On le comprend assez vite. Oui. Une belle tête de trou du cul, j'ai envie de dire. Voilà. Je sais pas si tu voulais rajouter un truc sur cet épisode. Non, mais comme on a dit, c'était bien sympa. Un bon petit épisode de Noël, bien rigolo, bien dessiné. Bien cool. Franchement, j'ai bien aimé. Ouais. C'est bien cool. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire. On peut passer au 379 avec cette couverture de malade. Mythique. Ouais. Et c'est pour toi. Fait peur, hein. Il fait peur quand même. Ouais, il y a souvent des gros plans comme ça dans les comics Hulk. Souvent, que ce soit dans les couvertures ou même un peu plus tard, on en verra un autre dans un intérieur. C'est un truc qui ressort quand même souvent. On l'a vu aussi dans les couvertures d'Alex Ross. Régulièrement, on voit des gros plans en fait, comme ça, des personnages de face. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce 380 ? Non, 379, pardon. Oui, 379. Donc, Hulk, Samson et le maître de manège vont boire un coup pour fêter la nouvelle personnalité de Hulk, plus ou moins. C'est clair. Et en parallèle, donc après il y a Ulysse qui va donc du Panthéon. Alors il y a Ulysse, Atalante et Hector. Oui, Ajax est dehors. Et voilà, Ajax est dehors. Hector qui viennent lui parler, donc ils viennent l'approcher pour essayer de l'attirer, enfin de le tenter pour qu'il rejoigne leur organisation. Et dehors, en embuscade, donc on a Ajax et on a, alors c'est c'est Prométhée, celui qui est dans sa voiture, dans son vaisseau. Prométhée, ouais. C'est ça, Prométhée dans sa voiture qu'on avait déjà vu dans l'intégrale précédente. Et en parallèle aussi, on a Betty. Betty qui est un peu paumée, mine de rien, parce que elle a l'habitude et elle a peur du Hulk. Elle aime Bruce. Et là, elle se retrouve avec le mix des deux et qui est bien décidée à rester comme ça et ne plus jamais redevenir Bruce. Donc, elle lui dit qu'elle a besoin de temps. Et donc, voilà. C'est plus Bruce Banner, quoi. Bah oui, c'est plus Bruce Banner. C'est une nouvelle personnalité, en fait. Ouais, c'est un mix des trois. C'est pas Hulk, c'est pas Bruce Banner, en fait. C'est vraiment une nouvelle personnalité. Et donc, voilà, il y a donc le Panthéon, en tout cas une partie qui va essayer de convaincre Hulk de les rejoindre. Ça va un peu mal tourner et ça va se transformer en bataille entre Hulk, Ajax, surtout Ajax en fait. Et oui, un peu Hector. Bon, ils vont tous s'y mettre, mais le gros bourrin, là en plus on a une pleine planche quand il lui fonce dessus, c'est vraiment Ajax avec son armure. Le putain de mastodonte, quoi. Ouais, un rhino, mais sous stéroïdes, quoi. C'est vraiment, tu vois, la petite tête au milieu du corps et l'énorme masse. C'est un putain de bourrin qui est assez enfantin, au final. C'est ça, très, très naïf, enfantin, presque un peu simple d'esprit. Et ils vont tous s'y mettre, du coup, contre Hulk. Ils vont l'avoir, entre guillemets. Parce qu'en fait, il va se laisser avoir, parce que il aimerait bien en connaître plus en fait sur cette organisation. Donc, il va se laisser capturer.
et emmenés, au final, dans leur repère. Et à la fois pour préserver la vie des innocents. Ce qui est Oui. le petit truc aussi. En fait, c'est aussi un épisode où on voit beaucoup de changements en fait, du coup, dans l'approche en fait de Banner. C'est-à-dire qu'il a un petit côté qui est quand même, on va l'appeler Banner, qui est quand même un tantinet irritable. On voit que c'est le Hulk gris qui refait surface, mais on voit aussi qu'il a beaucoup de recul et que là où il aurait simplement continué à se friter avec tous les mecs du Panthéon, il va faire preuve de retenue pour éviter qu'il y ait des pertes civiles en fait autour. Il va se laisser capturer pour à la fois préserver les civils et à la fois se laisser l'opportunité de voir qu'est-ce que c'est que ce Panthéon et qui se cache derrière. Déplacer le combat aussi dans un lieu qui lui sera peut-être plus favorable. Et ça, j'ai trouvé que c'était super intéressant en fait ce que ça racontait sur le perso. Et plus généralement, c'est un épisode aussi où, grosso modo, on va te présenter tous les membres de l'équipe du Panthéon, en tout cas une grande majorité, leur pouvoir aussi. Et leur pouvoir. Et c'est pas forcément facile, comme ça, en quelques pages, de voir les différences de chacun. Ulysse, moi, il me fait vraiment penser à Ulysse 31. Alors, est-ce qu'il y a un lien? Je ne sais pas, mais c'est vraiment... il a ce grand bouclier, cette grande épée. Hector, il a une masse d'armes. Atlante, elle balance des flèches, des espèces de flèches d'énergie. Ajax, on en a déjà parlé. Et puis, on va faire aussi la connaissance d'un bel enculé aussi, Achille. Qui est censé être invulnérable, mais qui se prend une droite par Hulk et qui saigne du nez. Voilà. Et son talon d'Achille, pour le coup, c'est les rayons gamma. Ouais. Dès qu'il approche des rayons gamma, il redevient vulnérable. Sinon, il est complètement invulnérable. Et il ne le savait pas lui-même. Donc, en fait, à sa grande surprise, Hulk va lui mettre un petit jab et il va voir le sang couler de son nez. C'est la première fois de sa vie que ça lui arrive. Et c'est pareil, tu vois. Après, ça va. Putain d'intelligence d'écriture. Tu te prends une droite de Hulk, tu saignes un peu du nez. Tu t'en sors bien, quoi. Il s'en sort putain de bien. Ça va. T'es pas invulnérable, mais c'est pas grave. T'es vivant, voilà. Quoi. Mais un putain de bon épisode, encore une fois. Ouais, efficace. Génial. Efficace. Découpé un peu en 2 morceaux où ça discute jusqu'à la moitié et ensuite ça tape. Ouais. Et non, comme tu dis, là, tu vois l'évolution aussi quand en fait c'est Rick Jones qui se prend un ricochet apparemment d'énergie dans l'épaule, qui est blessé. Et du coup, il se dit aussi en partie que on va un peu calmer le jeu parce qu'il peut d'avoir encore des innocents blessés. Ouais. Et on a du coup envie d'en savoir plus sur le Panthéon, quoi. Parce que là, du coup, on les rencontre tous au final. Ouais, il manque d'elfes, il manque oui. Mais sinon. Ouais. Enfin, on l'a déjà vu du coup d'elfes un peu avant. Ouais. Mais sinon, non, il y a tout le monde, quoi. Il y a tout le monde. D'ailleurs, parce que là, on voit de plus en plus, donc il y a cette romance entre Rick et c'est Marlowe. Oui. Marlowe. Alors, elle sort un peu de nulle part cette romance ou elle se joue hors case parce que en fait, j'ai pas l'impression qu'on voit vraiment un réel rapprochement entre les deux, mais ouais, je t'avoue, j'ai même pas fait gaffe. J'avais le sentiment que ça se faisait assez naturellement. Parce qu'au final, tu vois souvent donc les trois, donc avec donc les deux là et Betty parler ensemble. Ouais. Mais en fait, tu notes pas vraiment. Je sais pas. Attends, si je te dis pas de bêtises, ils commençaient déjà pas à être ensemble dans les années 90 ? Vite fait. Je me rappelle plus trop. Ouais. Je te dis une bêtise. Parce qu'après, ça va quand même, leur relation va quand même arriver à une certaine étape et tu te dis. Ouais, ça sort un peu. Pour moi, ça sortait un peu de nulle part, je sais pas. Ou alors, ça se déroule un peu en parallèle, ils font leur vie hors des cases. C'est vrai que. Ouais, certainement. Forcément un peu aussi, mais je sais pas. J'avoue que j'ai pas prêté attention à ça. C'est peut-être dans les années 90, parce que quand elle revient à Marlowe, je crois qu'elle revient à la base. C'était une connaissance, une conquête de Joe Fixit. Après, on la voit plus, et puis au final, après, elle revient via Bruce Jones. Bruce Rick Jones. Bruce Jones. Il est fatigué, hein. Bruce Jones. Oui. Il y a Tom Jones aussi, mais c'est autre chose. Allez, laisse tomber.
Et on a l'épisode suivant qui est encore un interlude, du coup. Tout à fait. C'est l'épisode, un putain d'interlude. L'épisode 380, au scénario Peter David, au dessin Bill Jaska et à l'ancrage Jeff Albrecht. Ou alors j'ai inversé, je sais plus. Fais voir. Non, Bill Jaska au dessin et Jeff Al. Non, c'était ça. Tu vois, je m'étais Ouais, c'est ça. tout à l'heure. Et un épisode assez incroyable où on ne va pas du tout voir Hulk, on va juste se concentrer en fait sur le Doc Samson, sur une histoire autour du Doc Samson. Et pour une raison toute bête, en fait on va récupérer l'histoire en fait à la sortie du bar où il y a Nick Fury qui vient chercher le Doc Samson parce qu'il a besoin de lui, car il y a une super vilaine nommée Crazy Eight qui est en passe d'être exécutée pour un meurtre en fait qu'elle aurait commis. Et on va se rendre compte en fait en fouillant dans cette histoire-là que le Doc Samson a été il y a des mois et des années auparavant en fait contraint, amené en fait à témoigner auprès d'une cour de justice en qualité en fait de psy. Et donc c'est aussi son témoignage et son expertise qui a convaincu les jurés en fait de condamner cette personne à mort. Grosso modo, on voit qu'il y a déjà eu un début de relation entre Crazy Eight et Doc Samson, une relation entre guillemets mi-professionnelle et où il y a un peu de drague entre eux aussi, un truc un peu bizarre. Où on sent que Crazy Eight elle essaye un petit peu de rouler des mécaniques, je trouve. Et donc ces deux personnages en fait vont se retrouver dans la prison. Elle va tenter de s'évader au moment où on l'amène sur la chaise électrique, et c'est le Doc Samson qui va la ceinturer et aider à ce qu'elle soit installée sur la chaise électrique. Et en fait, au fur et à mesure, dans les derniers instants, alors qu'elle est exécutée, et c'est une exécution qu'on voit clairement, donc on voit vraiment ce que c'est que la peine capitale, on va se rendre compte en fait que cette Crazy Eight n'a fait que tuer finalement un salaud qui avait fait du mal à une copine à elle, en fait, si je vous la fais en très très court. Et c'est là aussi toute l'intelligence en fait de Peter David, où en plein milieu de son run, il va te sortir une histoire qui n'a a priori rien à voir avec Hulk, qui va se servir du Doc Samson pour pouvoir prendre la parole sur la peine de mort, le côté absolument, comment dire, barbare à la fois, et puis surtout complètement, il n'y a pas de retour en arrière possible une fois qu'il y a une mise à mort, évidemment, et en même temps sur, d'une certaine manière, sur les femmes quand elles se font agresser. Enfin, il y a énormément de sujets en fait dans ce même épisode, sur 22 pages. Et si on est dans un comics Hulk, et j'ai halluciné en fait à la relecture, tu vois, je me rappelais pas vraiment de cet épisode-là, et j'ai halluciné de voir le propos derrière cet épisode. C'est pas forcément les dessins les plus beaux, mais on s'en fout, on n'est pas là pour ça avec cet épisode, c'est le propos qui est intéressant. Tout à fait. Comme tu le dis, une histoire intéressante, j'ai bien aimé. Moins la chute. En fait, ah ouais, le fait que, comme tu le disais, que ce soit en fait, elle a défendu une amie qui était une femme battue, en fait, simplement. Ouais. Je sais pas, j'ai trouvé ça, je sais pas. Pour l'époque, ouais, ça devait être. Même encore maintenant. Mais je veux dire, dans un comics, faire ça dans un comics à l'époque, en plus un comics Marvel, ça devait être quand même assez novateur, on va dire. Tu vois, je trouve que la parole s'est peut-être beaucoup plus libérée ces dernières années. Et paradoxalement, j'imagine pas Marvel produire un épisode comme ça maintenant. C'est vrai. C'est vrai. L'épisode, il est politiquement, je le trouve incroyable, tu vois, dans la critique de la peine de mort, ça interroge sur plein de choses, en fait. Ah ouais, carrément. Sur le rôle de Doc Samson, parce qu'à un moment donné, il a aidé aussi, il a doublement aidé à faire tuer cette femme. Il a aidé quand il a joué son rôle de psy, quand il était appelé à la cour, et il a aidé quand il la ceinture pour l'obliger en fait à rester sur la chaise électrique. T'imagines ? Et à la fin, il se rend compte que c'était pas tant une salope que ça. C'était pas tout blanc et tout noir. Hein. Ouais.
Incroyable. Ouais, non, un bon épisode. Puis ouais, comme tu dis, on n'a pas Hulk. Du coup, on peut, mine de rien, se concentrer quand même sur le personnage de Doc Samson qui devient important dans la série Hulk, là. Ouais. Donc ouais, non, encore une bonne petite pause. Mais tu vois, là, tout à l'heure, on avait fait une pause humoristique avec Noël, machin. Et puis là, là tu me plombes un peu l'ambiance. Ah, c'est nettement moins joyeux. Mais tu vois, Ouais, ça fait partie de ces épisodes que j'aime vraiment parce que je me dis, tu vois, moi je lis. Alors cet épisode-là, je l'ai pas lu quand j'étais gamin. Il n'avait pas été publié. Moi, en tout cas, je l'ai pas lu. c'est pas étonnant. Ouais, mais c'est dommage et en même temps, je trouve que c'est super super intéressant. Je préfère avec la censure qu'il y avait à l'époque en Marvel France, ouais, c'était. Mais l'épisode de Noël avait pas été non plus fait, hein, si je te dis pas de bêtises. Hein. Oui, mais on peut se concentrer juste sur la série Ouais, il se principale. concentrait sur la série principale. Je me rappelle plus à quel moment la version intégrale commence au numéro 1. Je crois que ça commence en fait à l'épisode d'avant. Et que le premier, c'est justement la couverture, celle-là, là, du 379. D'accord. La première version intégrale. Et en fait, ça saute complètement les épisodes que tu retrouves là dans le 380. Voilà. On peut enchaîner avec le 381 où la respiration est terminée, on quitte Doc Samson et on retourne au Panthéon. Au Panthéon, où Hulk est attaché, est bien attaché. Et tu vois cette planche là, donc cette première planche de ce numéro, ça me fait penser à. Tu te rappelles quand on avait lu le Thor de Dan Jurgens et Romita Junior? J'ai vu que tu allais dire ça nous rappelle des soirées avec Dramout. Non, mais ça on n'en parle pas. Mais le Thor et que tu avais Odin, à un moment, les nouveaux dieux avaient attaché Odin comme ça. Et en fait, ça me fait vraiment penser à ça, qui était totalement saturé. Et là, on retrouve donc Keon en grande forme. Et donc, Hulk qui simule son état de faiblesse, au final. Parce que lui, il veut savoir où on va l'emmener, qui est le Panthéon, qu'est-ce qu'ils lui veulent. Et en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va se rendre compte qu'il y a une bataille d'ego un petit peu entre Ulysse et donc Paris, qui lui est le frère d'Ulysse et qui lui est au QG donc du Panthéon. C'est au Mont, juste il l'appelle le QG. Mont. Le Mont, hein, ouais, c'est ça. Ouais, le Mont. Donc il y a une bataille un peu d'ego quand ils veulent rentrer dans cette montagne, que la porte s'ouvre et qu'en fait il ouvre au dernier moment et que ça arrache la moitié du vaisseau. Au final, le vaisseau se crache et Hulk se libère en fait. Même s'il n'avait pas besoin de ça pour se libérer, mais il arrive à destination. Et pas pour la bagarre, encore une fois. Là pour le coup, grosse bagarre. Ouais. Grosse bagarre, parce que là il se frite vraiment avec tout le monde. Et donc le boss du Panthéon, alors c'est Agamemnon. Agamemnon. Voilà, une sorte de dieu. Va mettre un terme à la bagarre et expliquer en fait à Hulk où il est, quel est leur but en fait au Panthéon. Leur but en fait c'est assez simple, hein, ça se résume à améliorer la condition humaine, à tirer vers le haut l'humanité plus ou moins. Oui, et à agir d'une manière totalement indépendante et pas en étant affranchi en fait de tous les gouvernements. C'est ça. D'ailleurs, on va vite se rendre compte que la première affaire, justement, c'est une affaire un peu contre les États-Unis qui participe à une sorte d'ingérence dans un pays. Et donc, on va apprendre que alors je ne me souviens jamais de son nom. Agamemnon, en gros, est coincé dans le mont et il voit que sa forme spectrale au final. Ouais, il est en fait il ne se montre jamais. Non. Et il est enfermé dans une pièce secrète, il refuse d'en sortir et en fait il utilise que cette forme-là. Et on voit, t'as une double page où t'as toute la structure du mont, du coup, toutes les pièces. Ça fait un petit peu
Manoir des Avengers. Ouais, mais complètement, mais c'est encore bien l'époque, hein, pour présenter ce qu'il y a à l'intérieur de cette montagne, et c'est cool. Le Panthéon, c'est pas 2 connards dans un garage, quoi. C'est une putain d'organisation de fou, quoi. Mais j'aime bien ces vues en coupe comme ça, détail. Moi, je kiffe. Hein. Je kiffe. Ouais, parce qu'en plus, tu peux mieux te repérer. Au final, c'est con. Mais quand dans l'histoire, à l'avance ou quoi, tu vois, dans l'espace, tu arrives peut-être mieux à te repérer où ils sont, enfin, qu'est-ce qu'il y a, tu vois, c'est cool. Ça permet de bien te figurer le truc, quoi. L'immensité du truc aussi, parce que c'est tellement énorme. Et donc voilà, en fait, cet épisode, c'est plus ou moins ça. Et donc, il va lui proposer de les rejoindre, en fait. Ouais, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Et en fait, c'est ça que je me demande. Parce que là, ok, donc il leur demande à Hulk de l'argent, mais bon, parce qu'il a l'intelligence de Banner aussi, tu vois. Mais à l'époque déjà, il le traquait un petit peu. Mais est-ce qu'il voulait Banner ou est-ce qu'il voulait Hulk? Je sais pas, est-ce qu'il voulait l'intelligence de Banner ou est-ce qu'il voulait surtout utiliser la puissance de Hulk? Je sais pas. Ah, ça aurait été ou est-ce qu'il suivait les prédictions de Delph? Oui, aussi, c'est vrai. Parce que Delph, du coup, qui est une sorte de précoque de Minority Report. C'est la pitié, quoi, ni plus ni moins. Elle fait de la divination. Elle a une sorte de flash, en fait, des visions de l'avenir, à plus ou moins court terme, qui les guide d'ailleurs dans leur mission. Pas toutes, mais dans certaines. Et voilà. Et tu as quelque chose d'autre à dire sur cet épisode? Moi, j'ai bien aimé Alors, il y avait un truc ici que j'avais noté, c'est à un moment donné, tu as Rick Jones qui ouvre un placard et tu as une espèce de costume qui tombe et on se rend compte que c'est le costume de Rome. Voilà, oui. Ça m'a fait triper. Je sais pas si à un moment donné, il n'y a pas j'ai noté ça, une évocation d'un film de Schwarzenegger, en sachant que tu as Terminator 2 qui sort en octobre. On va voir que le thème Terminator 2 ça sera marqué Peter David. Et il y aura tout au long de son travail sur Hulk tout un tas de références à Terminator. Le Terminator 2 qui est le meilleur film de la saga. Qui est le meilleur film du monde. Et, le mec, il abuse pas. Et franchement, je pense que je le mets dans mon top 5. Ah, il est bon, putain. En même temps, dans mon top 5, j'en mets 30. Donc après, voilà. Faites ce que vous voulez avec mon top 5. Moi, j'ai un top 5 qui est élargi. Terminator 2, la barre, elle est haute. Hein. Et puis, quand tu replaces dans quelle année ça a été fait, le truc, c'était juste un truc de dingue. Mais bon. On peut passer à l'épisode suivant, du coup. Bah oui. Qui est le 382, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble bien. Oui. Avec cette magnifique couverture absolument dingue où on voit Pity en train Delph en train de faire des prédictions. Qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode que j'ai un tout petit peu oublié? Je me rappelle plus trop. Il va y avoir de nouveau une bagarre avec Ajax parce qu'à un moment donné, il faut bien ça commence déjà avec Achille qui est en salle des dangers en fait. On parlait du manoir des Avengers, en fait, ça ressemble vachement. Et quelle page encore de traduction. C'est vrai. En fait, à chaque fois. On ne dit pas assez, mais c'est magnifique. Je crois qu'à chaque fois, à chaque numéro, la première page, c'est une pleine page, en fait. Une grosse pleine page, Et donc, il y a ça, et donc, ils essayent, c'est un entraînement classique. Achille, il est invulnérable, et visiblement, il aime bien tester son invincibilité. Ils essaient de comprendre ce qui s'est passé dans la ruelle. Pourquoi il a signé du nez. Oui, voilà aussi. Et du coup, ils vont tout lui balancer, des balles, machin, et un gaz. Le problème, c'est qu'il y a Hulk pas loin. Ouais. Et comme on l'a dit, il est vulnérable aux rayons gamma, mais il ne le sait pas. Et du coup, le gaz, ça va l'affecter. Et Hulk va le sauver, en fait, va défoncer la vitre et le sauver. Il va l'emmener à l'infirmerie, mais en fait, il ne l'aide pas tellement parce que vu qu'il est à côté, le gaz continue à le tuer. Ouais. C'est à partir de là qu'ils vont comprendre que c'est au rayon gamma. On va commencer aussi à voir les rivalités en fait au sein du mont entre Ulysse et son frère Paris.
Ouais, bah qu'on avait. Enfin, c'est pareil, en fait, on continue en fait à le développer parce qu'on l'avait vu quand ils étaient arrivés en avion, qu'ils se tiraient la bourre tous les deux. Et on sent que c'est. Enfin, on voit que Paris, c'est le petit trou du cul. Le petit trou du cul. En même temps, voilà, un petit bureaucrate. Ouais. Et puis, enfin voilà, il va de nouveau y avoir une bagarre avec Ajax, mais j'ai envie de dire une bagarre pour la forme, qui permet de faire quand même quelques belles pages relativement sympathiques. Et puis surtout, en fait, il va se passer deux choses qui sont, à mon avis, hyper importantes. Enfin, il va se passer plein d'autres trucs, mais les deux choses, à mon avis, qui sont importantes, c'est que à chaque épisode, on fait des petits retours vers Betty, Rick, tout ça. Et là, on va commencer à voir dans cet épisode-là, peut-être encore un peu plus, que Betty est en train de changer. Betty est en train de sortir de sa coquille, et la Betty qui avait été s'enfermer en fait dans un couvent, elle est plus, et on voit qu'elle commence vraiment à changer et à devenir une femme forte, vraiment beaucoup plus intéressante que ce qu'on nous racontait pour l'instant sur elle. Et je trouve que ça est-elle en train d'opérer une métamorphose un peu comme Hulk? Oui. Pourquoi pas? En fait, les deux sont en train de s'éloigner au final. Oui. Ouais. Ils sont devenus trop différents. Ça les sépare en fait. Ouais. Et puis, et elle, de toute façon, enfin, ouais, je pense qu'elle avait besoin de vivre en fait, pour elle, quoi. Ce nouveau Hulk n'a plus besoin, en tout cas, de Betty. Et Betty a de moins en moins besoin. De toute façon, elle ne pourra jamais le récupérer, de ce que je comprends, mais a de moins en moins besoin de Banner, en fait. Ça devient deux personnes différentes, au final. Ça devient deux personnes différentes. Elle s'éloigne. Mais c'est pas dit qu'elle se rapproche pas de nous. Oui, non, c'est sûr. Et en parallèle de tout ça, et ben, il y a l'abomination qui arrive. Exactement. Il y a l'abomination qui arrive, qu'on commence à voir et qui rôde autour de Mademoiselle Dornova, si je dis pas de bêtises, en fait son ancienne femme. Sa femme, ouais. Et si on s'en rappelle bien, dans, je sais plus, 89, ou je sais plus quand c'était, mais c'était une abomination qui avait été en plus défigurée à l'acide par Hulk. Donc on va le voir même dans les épisodes d'après qu'il a une gueule absolument assez pas croyable. J'aime beaucoup aussi le moment où tu as la visite en fait du monde qui continue à se faire et où Hulk rentre dans une espèce d'infirmerie où il y a tout un tas de mecs qui sont en train de se faire soigner, où on commence à nous mettre sur le devant de la scène le Transsabal. Ouais. Ce pays où il y a un trou du cul, un despote en fait à sa tête. Il y a une guerre en fait dans ce pays et on voit que comment dire, que le Panthéon en fait œuvre là-bas, et donc ça titille aussi beaucoup Hulk, et je crois que c'est vraiment dans cet épisode aussi que Ulysse va expliquer que ce qui se passe là-bas en fait est aussi l'œuvre d'une certaine manière de l'impérialisme en fait des États-Unis, que les États-Unis c'est aussi les trous du cul qui pendant des années et des années ont pourchassé Hulk, et c'est ces derniers arguments qui vont finir en fait de convaincre Hulk et qui va dire ok, je rejoins le Panthéon. Voilà. La promesse de pouvoir aider vraiment les gens et en même temps de mettre des pastilles aux gens qui l'ont traqué, ça lui plaît beaucoup comme idée. Et donc voilà, il va complètement adhérer à ça. Et j'aime beaucoup aussi la fin de cet épisode-là, qui est une fois de plus une divination de Delphes, où on voit un Hulk les mains ensanglantées qui rit comme un fou, et on comprend pas bien en fait ce qui va se passer, mais voilà, on voit que ça va très très mal finir cette histoire-là. Mais tu vois, cette ambiance, ça me fait quand même penser à Immortal Hulk. C'est-à-dire qu'à un moment, je sais plus qui c'est dans Immortal Hulk, peut-être Samson, je sais plus, qui se rend compte en fait que plus ou moins on est en train d'assister au Devil Hulk qui veut un peu détruire l'humanité. Ça rejoint un peu ça en fait, ça me fait un peu penser à ça. Bah oui, et puis c'est pas pour parler du run de Paul Jenkins, mais voilà, enfin il y a toujours cette idée
dans l'univers Marvel que à la fin de l'univers Marvel, une fois que toute l'humanité se sera éteinte et ça aura volé en éclats, un des derniers qui restera, ce sera Hulk. Bah oui. Et une idée qui est même avancée dans Immortal Hulk, c'est que même à la fin de l'univers, un des derniers, ce sera Hulk. Pour dire à quel point cette entité est incroyable. Ouais, comme pour faire une petite parenthèse, l'histoire Le Dernier des Titans, dessiné par Keon. Tout à fait. Et scénarisé par Peter David aussi, je crois. De mémoire, c'est Peter David aussi. Ouais. Très bonne histoire aussi, qui raconte la fin de l'humanité, et avec Hulk qui se fait attaqué par des hordes d'insectes géants, mutants, nuit après nuit, qui peut pas mourir du coup. Très bonne histoire. Moi j'avais bien aimé aussi. Grandiose. Et ouais, il y a cette idée que il est un peu indestructible, immortel, et qui sera là à la fin en fait. Hulk. Quoi qu'il arrive. Voilà. Et on peut passer à l'épisode suivant si tu veux. Oui. Et ça commence avec des problèmes capillaires. Si, je voulais juste dire ça parce que je trouve il y a, mais c'est vraiment pour en toile de fond, pas spécialement sur le 382. Je vais juste le dire là parce que je vois que je l'avais noté ici. Quand je fais les intégrales, en fait, Spider-Man, tu vois, avec Anto, ce qu'on relève aussi tout le temps, c'est que tu as une juste mesure entre du combat, de la vie privée, un petit peu du boulot, tu vois, et c'est tout ça, Spider-Man, c'est tout ça. Et là, je trouve que ce qui fonctionne très très bien, c'est que tu as de la baston, des enjeux avec, tu vois, le Panthéon, et que tu as aussi toute cette partie avec Betty, Rick, Marlowe, qui est beaucoup plus thérapeutique. C'est bien dosé. Ouais. C'est l'ensemble en fait qui donne envie de suivre tous les mois. Mais il a trouvé un rythme en fait. Ouais. Il a trouvé un rythme. Mais ça et fonctionne donc quand tu parlais de mutation, je pense que tu parlais de cet épisode-là pour Betty. Où avec Marlowe, ils se sont fait une soirée un peu trop alcoolisée, elle s'est coupée et éteint les cheveux en vert, Betty. Et voilà. Petite interlude rigolo, et là t'as cette planche où t'as Hulk qui vient rendre visite à Betty, alors Marlowe qui ouvre, et alors t'as cette contre-plongée sur Hulk, mais il est énorme. Ring Jones à côté, c'est un enfant quoi, c'est un bébé. Toute cette musculature, mais franchement c'est beau. Et on n'a pas dit non plus, mais il y a 2-3 épisodes de ça, le costume en fait qu'il a là, donc il va le garder pendant quelques temps. Il va pas le garder pendant des années et des années. Il l'a pendant 5-6 épisodes. Mais Professeur Hulk, nouvelle personnalité, nouveau costume, on balance le short violet, c'est terminé. Et puis là, il a carrément des chaussures, cette combinaison moulante, cette grosse ceinture. On est au début des années 90, les enfants. Oui, on y est. Quand Aumont lui donne la combinaison, en fait, il peut pas la fermer complètement, la veste. Du coup, bon, on voit tous ses pecs. Mais c'est la plus grosse combinaison qu'ils avaient. Je crois que c'est même à Ajax, je crois, utilisé. Et voilà, ouais, comme tu dis, je pense que celle-là, du coup, il va la garder un moment. Mais il y fait même une gueule de dragueur et de beau gosse, tu vois, quand il s'adresse à Betty, Hulk, à Don Juan, quoi. Ah oui, non, mais carrément. Hein. Carrément. Ça fait bizarre de le voir comme ça, du coup. Et ouais, j'aime bien. Ouais, et donc, c'est un épisode qui va avoir plusieurs fonctions. Mais je te laisse la main. Ça va faire la part belle aussi à l'Abomination. Du coup, on va continuer avec le fait qu'il va rôder autour de son ancienne femme, qu'il le croit mort, je crois. Du coup, oui. Qui ne sait pas que c'est l'Abomination. Et Hulk qui essaye de reconquérir Betty, mais il voit bien que ça coince. Ouais, ça coince. Pas, ouais. C'est ça. Ça va pas. Et les deux, évidemment, il y a une belle bagarre entre l'Abomination et Hulk dans les égouts. De toute façon, chaque planche est totalement magnifique. Mais moi, ce qui me fait triper, c'est qu'en fait, on nous annonce par une petite page ici, où tu vois le Docteur Strange et le Silver Surfer. Et Spider-Man aussi, à un moment. Ouais, peut-être je me rappelle plus Spider-Man. Ouais, Spider-Sense qui hurle. Et oui, parce que les mecs commencent à disparaître.
Parce qu'on arrive dans une période éditoriale incroyable, les enfants. La période du Gant de l'Infini. Oh, t'avais pas vu que je l'avais sorti. Oh, il l'avait sorti. T'aurais pas préparé l'émission, toi? Vite fait. Mais ouais, et donc, évidemment, Hulk est partie prenant dans cette histoire, et ça va forcément teinter les épisodes qu'on va voir maintenant. Ben c'est ça, ça va, oui, puis ouais, t'as cette planche avec Thanos, là, mais qu'est-ce que c'est beau, putain. Ça, c'est l'épisode d'après, je crois. C'est l'épisode d'après. Ah oui, pardon, j'étais un peu petit. Non, mais c'est pas grave. Bon, c'est un peu lié. C'est ça. Continuité. Là, pendant 2 épisodes, je crois, du coup, ou 3 même, je sais plus, on va être vraiment dans la tourmente du Gant de l'Infini, cet event mythique des années 90, scénarisé par Jim Starlin. C'est tout à fait possible, oui, c'est ça, bien sûr. Et évidemment, au dessin, Diane Lewen. Et c'est excellent. Et Ron Lim. C'est excellent. Et d'ailleurs, j'avais aimé vraiment le prélude et la suite aussi. Ouais, tout à fait. C'est cool. Franchement, c'est vraiment très très bon. Est génial. Ouais, moi j'ai vraiment la croisade de l'infini est un peu moins bon, c'est vrai, la suite. Mais le prélude et le Gant de l'Infini, franchement, c'est très bon. Et t'as même, si tu veux aller encore un peu avant le prélude, t'as la quête de Thanos, je crois. Thanos Quest. Ouais, qui est ça. Enfin, tout ça. Moi, c'est ça que je pensais comme prélude. La quête des pierres de l'infini par Thanos, c'est... Ah, c'est cool. Franchement, c'est excellent. Mais moi, j'ai toujours adoré... Ça mérite une vidéo. J'ai toujours adoré, en fait, les pierres de l'infini dans l'univers Marvel. Et j'ai vraiment pas aimé ce qu'ils en ont fait après avec l'event Infinity Wars, qui était nul. Ils ont essayé de redonner une autre fonction aux pierres. Alors que franchement, je kiffais même quand à l'époque les Illuminati, même dans les années 2010, cherchaient les pierres. Chacun avait une pierre à garder. Enfin, toute cette période avec les pierres de l'infini, moi, je kiffais. Je vois ça. Parce qu'on parle que de Hulk, là. Non, c'est la petite parenthèse. J'aime bien les pierres de l'infini. Non, mais c'était génial. Et puis, t'imagines, c'était période éditoriale incroyable. Une espèce de climax qui va durer quelques années, assez folle. C'était fou. Mais puis t'avais et tu l'as eu longtemps encore jusqu'à récemment. Mais le fait que vraiment les pierres de l'infini, c'était vraiment le truc interdit, en fait. C'était mal de les réunir, en fait. Il ne fallait pas les réunir, en fait. Même en dernier cours, il fallait pas. C'est pour ça que les Illuminati avaient gardé chacun une pierre, gardé secret. Personne ne savait où l'autre avait caché sa pierre. J'avais trouvé ça génial. Genre c'était Xavier qui l'avait caché la sienne, mais genre dans le royaume de l'esprit. Enfin, t'avais plein de petits trucs comme ça, c'était cool. Et voilà. Ça mériterait qu'on parle des pierres de l'infini. Et donc voilà, ça va, ça va tourner un petit peu autour de ça. On va voir des personnes disparaître. Hulk ne sait pas ce qui se passe. Parce qu'elle n'est pas dans la confidence, en tout cas pas tout de suite. Et il va se friter avec l'abomination. Donc, comme tu disais, un gros combat dans les égouts. C'est pas le combat le plus incroyable qui est entre Hulk et l'abomination, ça il faut bien le reconnaître. Non, surtout que l'abomination il morfle quand même assez vite. Parce que là, c'est un Hulk un peu au top, quoi. Il y a l'intelligence de Banner, la force du Hulk vert. L'abomination, dans l'état où il n'a pas trop de chance. Et à la fin de cet épisode, Hulk va se faire aspirer dans un vortex. Il va aller affronter Thanos. Et du coup, c'est ce qu'on disait, l'épisode suivant s'ouvre sur ce Thanos absolument merveilleux avec t'as un Wolverine, t'as un Thor, t'as un Iron Man en costume de l'époque. C'est-à-dire un Thor Astérix. Ouais. Ah si, un peu. Ouais, non, mais il a toujours eu les ailes sur les côtés, quoi. À part le petit masque, il n'y a que le petit masque. Ah, le masque et la barbe, ça fait Astérix. Il a qu'une moustache, Astérix.
Bon, il y a un petit côté, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté quand même. Une grosse moustache. Mais j'aimais bien. Et donc, ouais, s'il y a un truc que je voulais rajouter sur l'autre épisode, c'est sur la couleur de cheveux de Betty, au-delà que ce soit vert et qu'après ça va devenir blond, mais c'est aussi par ce changement de coupe de cheveux qu'on fait complètement changer de décennie aussi le personnage de Betty et qui va clôturer en fait cette métamorphose. Et voilà, quoi. Elle est physiquement et psychologiquement plus du tout la même personne. C'est vraiment une femme forte. Une émancipation, quoi. Ouais, totalement. Et donc là, on arrive au 384, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Bah en fait, si tu veux, la dernière case de l'épisode précédent et la première case de l'épisode suivant, c'est passé la guerre du gant de l'infini, quoi. Ouais. Parce que là, du coup, on revient tout de suite. Il revient dans notre monde. Du coup. Exactement. Et là, par contre, il y a un truc que je ne comprends pas trop. Il faudrait que je relise le gant de l'infini pour peut-être avoir une explication. Mais quand il revient, il est minuscule. J'ai pas compris non plus. Comme tu dis, ça se trouve c'est un truc qui s'est passé, mais il me semble pas en fait. La guerre de l'infini, je sais pas pourquoi il est. Ouais. Si c'est peut-être Thanos, si peut-être qu'il avait rétréci, je sais pas. Je me rappelle pas du tout. Là pour le coup, tu vois. Du coup, bah ouais, il revient, il est tout petit, donc il se frite avec un rat. Ouais. Un rat dans les égouts aux États-Unis, les rats ils sont gros, hein, on le sait. Et toujours ce petit interlude du coup avec Rick qui disparaît. Parce que ça c'était la première manche avec Thanos. Les héros n'ont pas encore gagné. Loin de là. Loin de là, parce qu'en plus celui qui va y retourner après, du coup pour la manche finale. C'est ça. Mais en attendant, l'abomination donc enlève sa femme et Hulk va essayer de l'arrêter, mais il est tellement petit en fait qu'il n'arrive pas. Et il va se mettre à jouer la conscience de l'abomination en fait en lui parlant près de l'oreille en fait, en lui faisant croire qu'il entend une voix. Et c'est assez touchant quand même, je trouve. Moi j'ai bien aimé cet épisode. Oui, parce qu'on a une abomination pas salaud ou quoi que ce soit, mais juste triste, pathétique en fait. Ah, complètement. Malheureux, ouais, et qui veut juste en fait retrouver son apparence et sa femme, c'est tout ce qu'il veut. Il en a plus rien à foutre de sa rivalité avec Hulk, quoi que ce soit. Il est complètement dépressif. Il est vraiment pas bien, quoi. C'est ça. Il est vraiment pas bien. Mais Hulk, il va réussir à le convaincre. Il va réussir à la raisonner. Ce que j'aime bien, c'est que après tout son discours et tout, lui, il pense entendre Dieu, en fait, plus ou moins, en tout cas, une instance divine. Et quand Hulk, en fait, quand il lui parle, il se fait un peu sa thérapie à lui aussi, vis-à-vis de Betty. Et quand il part, il lui dit au revoir. Puis l'abomination lui dit au revoir Hulk. Quoi. Il savait que c'était lui, en fait. Je trouvais ça pas mal, un peu touchant. Et Hulk, du coup, repart dans un vortex. Et il repart finir le boulot avec Thanos. C'est ça. Ni plus ni moins. Donc, de nouveau, on va vers le gant de l'infini. Mais pour le coup, moralité, il est tout à fait possible de faire des tie-in qui soient sensés, de qualité. Et qui permettent de raconter des choses sur les personnages. C'est pas les meilleurs tie-in que j'ai vus, mais ça passe. Ouais. Il y a quand même aussi, encore une fois, des vues de plongée, des contre-plongées. Delkion, il fait des mouvements de caméra, écoute-moi bien. Ouais, non, c'est clair. Le mec est fou, quoi. En fait, c'est ce qu'on disait, en fait, à part Pearls, Peter David, il aura eu quand même des pointures en dessinateur, des légendes sur ce run. C'est Delkion, Liam Sharp, Todd McFarlane, George Perez, ouais, c'est vraiment des bons. De ce côté-là, quand même, on est gâté, quoi. Ouais. Pour moi, le meilleur, c'était George Perez, je le compte pas, c'était juste 2 épisodes. Et puis oui. Mais bon, même pas vu ce qu'il a fait dessus sur ces épisodes. C'était le top. Allez, on va avancer un petit peu parce que sinon GG n'est pas couché. PPG doit aller au dodo. Il s'est tôt. Et du coup, là, on a l'épisode 385
Et c'est pareil, en fait, c'est un épisode qui va voir en fait revenir Hulk de cette baston avec Thanos. J'aime tout particulièrement l'image dans laquelle en fait quand il revient, cette image-là, une fois qu'il réapparaît en fait dans la ruelle avec le costume déchiré, quand il serre le poing comme ça sur le côté, c'est cette image-là qui servira de dos à toutes les versions intégrales semic, et c'est pour moi la représentation la plus belle du professeur Hulk. Voilà, tout confondu. Le professeur Hulk, quand tu me dis professeur Hulk, je pense immédiatement à ce dessin-là. Pour moi, c'est la plus belle des incarnations. Au-delà de ça, au niveau de l'histoire, la quête de Thanos et les problématiques de Thanos, ça a fait complètement, a priori, péter un plomb à la population. En tout cas, c'est ce qu'on suppose. Tous les gens sont devenus dingues, tout le monde s'entretue, et Hulk, du coup, quand il revient, il va devoir se friter avec une espèce de mec à moitié démoniaque. Ouais. Bien dérangeant. Bien. On dirait l'histoire. Putain, c'est clair. Mais l'histoire est vachement dérangeante. L'atmosphère est poisseuse, sale. Ouais. En plus, il se passe des trucs dedans assez durs. Hein. Ah mais oui, parce qu'en plus on va aussi voir Atlante, on va voir Ajax, et donc Hulk en fait il va se confronter à cette espèce de démon absolument dégueulasse. Il va évidemment réussir à lui péter la gueule, il va aussi en même temps se friter contre la population en évitant au maximum de faire des victimes du côté de la population. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en parallèle on va voir Atlante et Ajax qui eux ne vont pas hésiter à tuer. Ce que j'aime beaucoup comme idée, parce que ça permet de mettre aussi, tu vois, une fracture entre l'idéologie et les méthodes du Panthéon et Hulk, et qui permet en fait de montrer aussi ce nouveau Hulk comme n'étant pas le monstre qu'il a pu être à un moment donné où on croyait qu'il était. Ça le montre totalement différent. Et grosso modo, voilà quoi, ça finit comme ça. Et c'est un peu une histoire teintée d'horreur qui nous renvoie un peu au numéro de l'époque Todd McFarlane. Ouais. Ah mais c'est complètement teinté d'horreur. Ouais. Et j'aime bien aussi la question en fait qui reste en suspens. Est-ce que les gens est-ce que les gens étaient possédés et que donc du coup ça a fait dégénérer la situation et ça a fait ces émeutes absolument dingues, ou alors face à la peur, ils se sont simplement abandonnés à leur bas instinct. C'est ça. Et ça c'est super intéressant aussi. Non, cet épisode est vraiment très bon. Franchement, il tape juste. Hein. C'est comme tu dis, il y a tous ces questionnements, puis ce côté vraiment horreur et ce personnage Zemmour. Zemmour, hein. En plus, parce que le mec il attise la haine, tu sais. Ah, mais ouais, non, mais ouais. Et vraiment dérangeant. Et puis comme je dis, dès le départ, il se passe des trucs. On te le dit pas. Hein. C'est un peu comme dans Killing Joke, hein, mais. Quand la foule tombe sur un groupe d'amis, là, 2 hommes et une femme, on te le dit pas, mais la femme visiblement s'est fait violer. C'est une boucherie. Les gars, c'est soi-disant amis, limite l'ont balancé en pâture pour pouvoir se barrer. Enfin, ouais non, c'est vraiment un épisode bien dark, mais qui dénote et c'est cool parce que comme ça, t'as pas l'impression de lire toujours la même chose en fait. Tu t'y attends pas en fait à lire cet épisode. Et puis, comme tu dis, ça s'intègre bien. C'est pas un tie-in au Grand de l'Infini, mais. Non. Chaque mois, c'était une surprise. Ouais, ça parle des conséquences. Et t'es pas obligé de le faire au final, ça, mais il en a profité et c'est cool. C'est bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, alors c'est juste pour la petite anecdote tout à fait personnelle, mais moi, à cette époque-là, je n'ai pas lu ces épisodes-là quand c'est au moment de leur sortie. Je te dirai dans la prochaine intégrale, si je dis pas de bêtises, à quel épisode en fait j'ai commencé, quel épisode j'ai acheté. Je me rappelle très bien quand je l'ai acheté et la tarte que j'ai prise ce jour-là. Et après, par contre, je me suis amusé à revenir en arrière, à chercher ces autres épisodes, aller chez les bouquinistes, à gauche, à droite, et à peu près tous arriver à les réunir. Mais celui-là, tu vois, je l'avais pas. Je l'ai eu que des années plus tard. À plus de 25 ans, celui-là, j'ai vu. Cet épisode-là.
Ce qui n'est pas le cas des épisodes qu'on va voir après, où là c'est vraiment des épisodes que j'ai lus, que j'avais récupérés tout de suite après avoir commencé les intégrales, enfin les VI Hulk. Et c'était pareil, putain, des épisodes de folie, quoi. Vraiment. Je sais plus à qui c'est là, c'est à toi ou c'est à moi? C'est à toi? Aucune idée. C'est à toi. Bah, de toute façon, 386, 387, c'est la même histoire. Oui, mais on peut faire 2 en 1 de toute façon, c'est vrai. Alors, je vais t'avouer que je suis mitigé sur cette histoire. Oh, alors là, c'est intéressant. Parce que ce qui me dérange, c'est que c'est un peu cliché en fait. Donc on a Delph qui a une vision d'un nouvel Hitler en fait, qui est déjà enfant quand ils en parlent, donc là présentement, qui va grandir et donc visiblement asservir le monde. Voilà. Et voilà, un nouvel Hitler quoi. Et donc la question se pose. Est-ce que le Panthéon doit tuer cet enfant? Est-ce que si on avait pu tuer Hitler quand il était bébé, l'aurait-on fait? Voilà. Mais bon, tu vois, rien qu'en posant cette question, c'est un peu bateau, entre guillemets, c'est un peu vu et revu. Alors pour l'époque, même pour l'époque, je pense. Mais ouais, je donc sais c'est... pas, honnêtement, pour l'époque. Je sais pas. Pense. Je sais pas, bon, t'aurais fait quoi, toi? Tu l'aurais tué ou pas? C'est la grande question. Après, qui te dit qu'on n'aurait pas eu quelque chose de pire? Tu vois, c'est ça aussi, la réponse. Mais bon. Et puis bon, tuer un gosse, j'aime pas trop. Ce qui est bien, c'est que là, dans cette histoire, ce qui est génial, en fait, c'est que on va apprendre que Agamemnon, en fait, envoie Hulk de son côté, et Hulk, il a dans l'idée, en fait, de récupérer le gamin, de l'emmener au Panthéon et de l'élever, pour lui éviter ce destin tragique, alors qu'on comprend que Achille, on nous laisse croire que Achille est devenu un agent renégat du Panthéon et qu'il y va pour tuer cet enfant, alors qu'en fait, il est envoyé par Agamemnon. Et là, on voit aussi, tu vois, que tu as des distensions en fait là-dedans. Le principe de base, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est certainement des trucs qui ont pu être vus en fait dans le passé. C'est vrai que moi, quand je l'ai lu, c'est la première fois que je voyais ça en fait, cette histoire-là. Oui, voilà. Et donc forcément, bah ouais, j'ai mangé une bonne grosse claque dans la gueule, et ça continue en fait à superbement bien fonctionner sur moi par le scénario, par le dessin, et puis aussi parce qu'on va s'apercevoir à la fin de ces doubles épisodes que c'est pas cet enfant en fait. Non, il est contrôlé en fait par il est contrôlé par une autre gamine. Une autre gamine, son amie, en fait, c'est elle qui a les pouvoirs, en gros, les pouvoirs de manipuler les foules, quoi. Voilà. Mais par contre, il y a un autre truc qui m'a un peu ennuyé, énervé dans ces 2 épisodes. Donc, quand il va, alors, je dis pas de bêtises, il va en Israël, je crois. Oui. Voilà. Et donc, il y a une super héroïne israélienne. Sabre. Aussi. Voilà, avec une super force, capacité de voler, qui tombe était créée dans les pages de Hulk. Voilà, et en fait, elle tombe sur Hulk, et pour elle, Hulk, c'est un gros bêta, machin, donc elle connaît pas encore sa nouvelle identité et qu'il est doué de raison et d'intelligence. Et en gros, elle va l'attaquer, mais bon, malencontreusement, en gros, elle va lui taper les cordes vocales, du coup, Hulk pourra pas parler, enfin, et tout ce quiproquo, et en fait, cette baston, en fait, c'est trop long, je trouve. Ça m'a un peu saoulé. Ouais, j'ai trouvé ça un peu trop long. Je suis pas fan de ces 2 épisodes. Putain, à quoi ça tient une amitié? Mais voilà. Après, attention, c'est pas mauvais, hein, mais c'est vrai que c'est un peu. Oui, encore heureux, oui. Le thème, si je résume, pour moi, le thème est classique et vu et revu, et ce quiproquo avec la super-héroïne dure trop longtemps. Voilà. Mais j'ai bien aimé, comme tu dis, le fait que cette ambiguïté avec Agamemnon, même Mamelon, je sais plus. En fait, on sait pas trop ce qu'il veut. Et ouais, le fait qu'il a envoyé Hulk pour le récupérer et Achille pour le tuer, c'est en gros au premier qu'il l'aurait, quoi.
Il joue sur 2 tableaux. Il joue sur les 2 tableaux, ouais. Donc, il joue sur 2 tableaux. Il veut pas froisser Hulk, il veut se le garder dans la poche pour le moment. C'est ça. Et en même temps, mais il voulait pas prendre de risques avec le futur Hitler, quand même. Qui au final a survécu. Ouais, c'est ça. Et moi, alors il y a plusieurs. Le gamin est mort. Non, il n'est pas mort. Il est. Oui, c'est vrai. Il est en soins intensifs. Mais de toute façon, c'était pas lui qui avait les pouvoirs. De toute façon, moi, ce qui m'embête en fait là-dedans, plus que ça, c'est qu'au final, la gamine, on ne la reverra plus jamais. C'est vrai. Et on comprend. On a aussi le fait que Achille, en fait, est passé par les camps de concentration. En fait. Tout à fait. Aussi. Tout à fait. Et alors moi, il y a plusieurs trucs, tu vois, moi qui m'ont fait aussi kiffer là-dedans. C'est alors je sais pas si on va bien le voir en fait à l'écran, mais ça se tient en fait par exemple sur une pose comme celle-là. Ah ouais. Ça c'est Terminator. Le T1000. Imagine, moi quand je vois ça, j'ai peut-être 14 piges ou un truc comme ça, 14-15 ans. J'ai été chercher avec mon frère à l'autre bout de Saint-Étienne dans des vidéoclubs obscurs des cassettes Terminator 2 pour voir ce que c'était. Enfin, c'est vrai qu'il y a le petit côté aussi voyage dans le temps, que si tu pouvais aller tuer Hitler, hein, tu vois. Sarah Connor. Ouais, non, mais il y a ça. John Connor, ouais, non, mais c'est vrai. Je trouve qu'il y a un côté Indiana Jones aussi, un peu dans la dernière croisade, quand ils sont dans le souk et tout, tu vois. Enfin, je trouve qu'il y a. Enfin, il y a un mélange, ouais. Le mec a des aspirations qui sont toute ma jeunesse. Et donc forcément, ça passe bien. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont en capacité d'aller chercher Sabra, qui a été créé par Bill Mantlo, si je dis pas de conneries. Bill Mantlo et Sal Buscema dans Incredible Hulk 250, et c'était en 1980. Donc j'aime beaucoup cette idée-là, que 10 ou 11 ans plus tard, tu as un scénariste qui va exhumer un de ces personnages-là, comme il va en exhumer d'autres après par la suite, et pour pouvoir nourrir ses propres histoires. J'adore ça. On a compris que Peter David était quand même vachement attaché à la mythologie de Hulk. Le fait d'avoir commencé avec le Hulk gris qui se transforme la nuit, et enfin, tu vois. Ouais, c'est pas étonnant qu'il aille vraiment rechercher des choses dans son passé. Voilà. Et donc, je crois qu'on n'a pas affiché la deuxième cover, voilà, qui était celle-là. C'était vraiment 2 numéros, quoi. Voilà, et un petit arc en 2 qui continue à montrer, à nous en apprendre un peu plus en fait sur le Panthéon. J'aime beaucoup aussi la manière dont Hulk, en fait, il a son sidekick, et c'est Rick Jones. Et Rick Jones, c'est pareil, qui a toujours été plus ou moins accroché à Hulk, l'est de nouveau, mais avec un rôle particulier, un rôle important, qui n'est pas juste le Benigo qui va simplement suivre Hulk. Il a vraiment un rôle. Et j'aime beaucoup, beaucoup ça, quoi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Rick Jones qui deviendra beaucoup plus tard A-Bomb. Rick Jones, c'est le grand sacrifié du MCU, et ce qui est vraiment dommage parce que il a été Captain Marvel, il a été le sidekick de Captain America pendant un moment, évidemment une relation privilégiée avec Hulk. Il a été de nouveau, entre guillemets, il a partagé l'existence du Captain Marvel quand il était avec le fils Jenny Svel, pareil, sous la houlette de Peter David. Enfin voilà. Mais même plus ou moins récemment, hein, dans l'event Secret Empire, Captain America, quand Captain America devient fasciste, membre de l'Hydra, le premier qui sacrifie et qui en gros réveille un peu les héros, en tout cas choque le monde entier, c'est qui le condamne à mort, c'est Rick Jones. Ouais, mais c'est là qu'il meurt. Ouais. C'est là qu'il meurt. Et voilà, c'est évidemment que c'est quand tu fais un MCU, évidemment que tu peux sacrifier Rick Jones, mais si tu prends Bucky, tu prends Rick Jones. Alors, épisode. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dommage parce que c'est ce genre de personnages qui vont traverser en fait plusieurs existences de plusieurs héros qui permettent aussi de donner du liant en fait à tout cet univers-là. Tout à fait. Dommage.
Dommage. Ils se sont... Dommage et pas dommage, parce que quand tu vois ce qu'ils ont fait de Hulk, à la limite, tant mieux qu'ils aient laissé Rick Jones tranquille. Et on arrive à l'avant-dernier épisode, en tout cas le dernier épisode de la série régulière pour cette année-là, et après il restera un petit annual. Et alors là c'est pareil, là on est sur un banger, comme disent les Legends. Comme disent Legends. Et j'aime beaucoup cette expression. C'est un banger. Ça passera aussi vite que Lord Spinner. Mais l'épisode 388 avec l'arrivée d'un nouveau personnage, un nouveau vilain créé par Peter David, Speed Freak. Speed Freak. Vas-y, c'est pour toi. Alors, si je me souviens bien, dans cet épisode, donc il y a l'arrivée d'un ami commun à Rick Jones et Bruce Banner que je ne connaissais pas, qui est plus ou moins le neveu du Faucon, c'est ça? Si je te dis pas de bêtises, oui, c'est le neveu du Faucon, Jim Wilson, qui, pareil, a fait sa première apparition dans le Incredible Hulk 131. Voilà, et en fait, un vieux personnage aussi. On comprend vite, voilà, que c'est un ami commun à Bruce et à Rick. Donc, il arrive, il débarque en ville, il part en virée avec Rick Jones. En parallèle, Hulk bosse toujours avec le Panthéon et planifie leur opération pour mettre les bâtons dans les roues des États-Unis. Au Transsabal. Et il y a ce Speed Freak qui visiblement tire son énergie, son pouvoir d'une drogue. Oui, il prend de la coke. C'est hardissant, c'est tiré hardissant. Non mais pas plus. Il a pas de pouvoir. C'est le costume qu'il prend, qui est une espèce d'armure de ouf. Et non, c'est juste un gros camelard, quoi. C'est point. Oui, c'est vrai que c'est son costume. Ouais. Mais j'aime bien, il est vicieux. Enfin. Il est génial, Speed Freak. Ouais, il est génial. Et au final, en fait, il est engagé par un mec qui le paye très cher en coke pour tuer une connaissance du neveu du Faucon. Ouais, alors en fait, c'est pareil, ça, on va commencer à parler du sida. Le neveu en fait du Faucon va avouer à Rick Jones qu'il est séropositif. Alors on est en 91. Hein. Ah oui. Le sida a été découvert, je crois que c'est en 86. Donc ouais, on est toujours dans une série Incredible Hulk. Hein. Ouais. Oui, on vient de passer un épisode sur la peine de mort, on vient d'avoir des petits thèmes philosophiques sur le déchaînement des foules, tout un tas de trucs. Maintenant, on revient encore un tout petit peu plus dans le réel. Il y a le sida, en 91, dans une bande dessinée pour les jeunes. C'est juste un truc de ouf. Et donc, ce Jim Wilson, en fait, il travaille dans une association qui vient en aide aux malades du sida, et à la tête en fait de cette association, il y a un couple d'homosexuels, et un des deux est le fils de ce patron de la pègre, si je dis pas de conneries. Et il est mourant. Et ce patron de la pègre, qui est une ordure, bien évidemment, lui, il estime que c'est l'autre qui a tué, qui a rendu malade son fils, et puis sur un fond d'homophobie, de tout ça, en fait, il fait engager Speed Freak pour aller buter ce mec-là. Et Speed Freak, c'est une espèce de mec tout cuss, vraiment un gringalet, complètement chargé à la coke, donc complètement niqué, et qui a priori trouvé une armure, on ne sait pas comment exactement, c'est un peu nébuleux, mais il a trouvé une armure qui est une espèce d'énorme armure d'adamantium avec des réacteurs au pied qui le font aller à la vitesse, pas de flash, tu vois, mais qui le font aller super vite. Et en plus de ce costume en adamantium, au bout de ses bras, il a 2 sabres en adamantium. Donc un putain de drogué avec une armure de folie et 2 sabres en adamantium, et ça va chier grave. Voilà. Mais je kiffe à la fin quand Hulk lui met une patate de foin.
Ah ouais, non, mais... Et qu'il l'envoie, mais alors, valdinguer. Parce qu'à le voir courir partout, il a planté ses griffes et ses câbles dans les jambes de Hulk ou quoi, bah, il l'a pas volé. Fallait juste qu'il le chope, hein. Fallait juste qu'il le touche une fois. C'était la fois de trop. Et par contre, il y a une scène marquante dans cet épisode, c'est donc avant Speed Freak. En fait, Rick Jones s'interpose. Speed Freak entaille les deux mains donc de Rick Jones, donc il pisse le sang sur la paume des mains. Et donc le neveu du Faucon se fait mortellement toucher, enfin pas mortellement, mais bien gravement blessé au torse. Et la chose la plus logique, c'était de compresser la plaie. Le problème, c'est que donc il a le sida. Rick Jones saigne des mains et là il panique en fait. Il bloque et il ose pas, il ose pas y aller. En fait, il va. Donc, du coup, ça va le travailler aussi, le fait que il a hésité. Il hésite aussi avant aussi, avec une poignée de main. C'est vrai, au tout début, ouais, c'est ça. Parce que il faut qu'on leur dise aussi, on est en 91, c'est très mal connu comme maladie. Et les gens. Maintenant encore, les clichés ont la vie dure et les choses fausses, tout simplement. Mais alors à l'époque, c'était tout et n'importe quoi. On pensait que respirer dans la même pièce qu'un zéro positif. On n'appelait pas ça des théories du complot, mais c'était des idées reçues, de la désinformation, des médias qui aimaient raconter de la merde là-dessus. Enfin voilà. Puis il a des connaissances scientifiques aussi de ça, la peur, le voilà. Et je trouve en fait qu'il raconte cette peur et la manière dont Rick Jones s'est désemparé avec beaucoup d'humanité, beaucoup d'empathie. C'est comme, je sais même pas comment, c'est injugeable, je trouve, tu vois, comme truc. Mais je trouve ça incroyable que dans un épisode, encore une fois, on ait des thèmes comme la drogue, l'homosexualité, la maladie, le sida, la contamination autour du sida. On est dans une putain de série Hulk, quoi, normalement. En plus, plus tard, lié à cet épisode et ce personnage, on aura encore un épisode aussi marquant. Plus que marquant. Enfin, une putain de tuerie, quoi. Un épisode culte de Hulk. Ouais. Et voilà. Et en même temps, pour, je sais pas, enfin, parce que là, pour moi, après, on tutoie le génie, et en même temps, on te crée un personnage comme Speed Freak, qui est complet, en fait. Il est juste parfait comme il est. Tu vois, j'adore son armure, j'adore sa psychologie, la manière en fait dont il fait ses meurtres. Tu vois qu'il est en plein trip. Il parle en même temps, il dit des conneries, il est fou allié, tout maigre, la gueule vraiment, tu vois, marquée par la drogue. Mais t'as tout ça dans cet épisode. On parle de la drogue au final avec Speed Freak, du sida d'un autre côté. Alors, peut-être dans une moindre mesure, mais le fait qu'il travaille dans ces associations-là. Je sais pas si tu as vu le film Dallas Buyers Club. Non. Il va y avoir moi, quand je fais les émissions avec Kanto, je lui casse toujours les couilles pour qu'il aille voir Ed Wood. Si tu as l'occasion un jour de voir Dallas Buyers Club, qui va parler en fait de la gestion en fait du sida dans les premières années aux États-Unis, c'est une histoire vraie. Avec merde, j'ai mangé le nom de l'acteur, McConaughey. Ouais, voilà. Tu dis mieux que moi. Et sans difficulté. Et ce film est incroyable. Et il y a aussi en même temps Jared Leto. Incroyable ce putain. Le meilleur Joker. En tout cas, franchement, dans Dallas Buyers Club, je sais pas, je crois qu'il a eu une récompense, si je te dis pas de conneries. Moi j'adore Jared Leto en acteur. Il faut pas qu'il joue des personnages de comics. Juste. Voilà. Faut peut-être qu'il soit bien. Comment tu dis Dallas Buyers Club. D'accord.
toute façon, Jared Leto, filmographie, Dallas, et je peux te jurer que ce film est incroyable, mais vraiment incroyable. Et donc, en fait, tu as aussi, par le biais des associations, en fait, tu as un petit peu de ça, je trouve, derrière, que je trouve super intéressant. Et ça clôture cette année 91 de la meilleure des manières. Si ce n'est qu'il y a un dernier Handball. Enfin, un dernier épisode qui est un Handball. Oui. On avait fini avec le 388 ou tu voulais rajouter un truc? Non. Bah, après, on a un petit rapprochement à la fin avec Betty et Hulk. Ah ouais, je me rappelle pas. Qui est intéressant. À la fin, il boude un peu, elle va le consoler. Petit rapprochement. Ouais, là, je te dis, c'est pas fini entre loin de là, loin de là, loin de là. Loin de là. Mais sinon, oui, ce dernier épisode, dessiné par Angel Medina. Tout à fait. Qui est, si je dis pas de bêtises, en début de carrière à ce moment-là. Ouais, c'est beau. Hein. Moi, j'aime bien. Il est en début de carrière. Bon, je crains pas, après, c'est pas... J'aime bien. Ouais, non, mais j'aime bien aussi, de toute façon. Oh putain, mais comment tu veux expliquer cet épisode? Ouais, je suis en train de chercher aussi parce que... En fait, on ouvre avec un personnage qui raconte un petit peu, genre, ses mésaventures. Ce personnage-là, George Prufrock, George va être un petit peu le fil rouge de cette histoire. On est dans une histoire très très glauque, très très noire, qui va mettre de nouveau en lumière un personnage créé par Peter David, Merci, cette espèce d'entité cinglée qui exauce les envies de suicide des gens. Taré. Ça fait partie des épisodes, mais waouh, complètement bizarre. Putain, je sais pas comment raconter cet épisode. C'est pas que j'ai pas compris, je sais pas comment te le raconter. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est... Ouais, déjà, ça commence par donc le Hulk gris qui tombe sur un exercice militaire et qui pense qu'en fait que les militaires vont les militaires le chassent. Sauf que non, en fait, ils font juste un exercice dans le désert. Et j'adore cette scène où il détruit tout le convoi et tout, et en fait, t'as le sergent qui sort et qui l'engueule en mode « mais espèce de connard, t'imagines pas la paperasse que moi je vais avoir ?» Il met une baigne à Hulk, il se pète la main, il dit « c'est bon, je vais mourir en fait. » Et en fait, le Hulk gris, qui le toise, mais de toute sa musculature, et puis, en fait, il se rend compte un peu de sa connerie, et puis qu'il part simplement, quoi, en faisant rien. J'ai adoré cette scène. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Et après, moi, on enchaîne sur... alors, comment elle s'appelle déjà? Merci. Merci, c'était l'extraterrestre. Une extraterrestre, ouais, qu'on avait vu. C'était l'intégrale 89, je crois. Ouais, Hulk 338. Ouais, je crois que c'est en 89 qu'elle a été créée. Ouais, c'est ça. Alors, cet extraterrestre qui modifie un peu la réalité, en fait. Qui essaie d'exaucer, en fait, un peu les souhaits des gens. Qui essaie de rendre les gens heureux. Bon. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, elle va tout surinterpréter. Genre, tu te dis, par exemple, oh, j'ai passé une journée de merde, putain, j'ai envie de crever. Elle va te tuer, en fait. Ouais, elle veut te rendre service, quoi, si tu lui dis ça. Elle veut te rendre service. Et en fait, il va y avoir une espèce de monstre au milieu, enfin, de gros tas de merde. Ouais. Hulk et Banner vont se friter, puis on va croire que Hulk et Banner sont séparés, mais en fait, non. C'est un gros bordel à lire. C'est vrai que c'est pas inintéressant. Enfin, j'ai bien aimé, mais putain, pour l'expliquer. En gros, c'est un mec qui a été contaminé dans un laboratoire par accident. Il va se transformer en une sorte de monstruosité. Et comme tu dis, en fait, il va finir par se friter avec Hulk. Pareil, en fait, on va croire que Hulk et Banner sont séparés. Peut-être que oui, peut-être que non. En fait, c'est un beau bordel. C'est un beau bordel. Et je peux pas dire que j'ai détesté cet épisode-là, mais il faut le lire. Il faut le lire. Oui, c'est ça, en fait. C'est un peu... C'est un épisode qui est pas bien racontable. Exactement, c'est ça. C'est pas bien racontable. Il y a trop d'intervenants, en fait, pour ce que ça raconte aussi. C'est ça aussi le truc. Et ouais. Mais après, moi, je dis, niveau dessin, j'ai bien aimé quand même. Ça fournit de détails. Ouais, c'est vachement beau. Un crash un peu lourd, je trouve. Mais bon. Ouais, c'est vrai.
C'est vrai. Bref, mais ça donne un style aussi, tu vois. Oui, bon. Et puis Angel Medina, c'est ses premières années, hein, c'est pas non plus. On n'est pas sur le Angel Medina quand il fait du Venom, là, la naissance du mal, qui est. Écoute, j'ai lu une intégrale avec Purves. Pour moi, ça, c'est du génie. Ah bah, oui, voilà, évidemment. Je pardonne tout. Et voilà, ça clôture cette intégrale de la meilleure des manières. Tout à fait. Globalement, mon matounet, ma couille droite. Qu'est-ce que tu as pensé de cette année 91? Attention, la France te juge et surtout moi. Oh, bah, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Franchement, dans la globalité, t'as plein de thèmes qui sont abordés. Comme on disait, t'as cet épisode Dark, t'as l'épisode sur le sida, t'as même l'épisode sur Hitler. Hein. Enfin, en fait, c'est fluide, en fait. C'est fluide. Ça raconte plein de choses. T'as ces pauses en plein milieu. Comme on disait, dans chaque numéro, t'as le Panthéon, t'as Betty, Marlowe, Rick, t'as de la baston, des moments calmes. Et il a vraiment trouvé son rythme, en fait. Il l'avait déjà commencé à le trouver sur 90, mais alors là, celle-là, franchement, chapeau. Ça se lit bien, c'est fluide, c'est fourni, tu t'ennuies pas une seconde, en fait. Non. Et puis c'est beau. Quoi. Il n'y a pas un épisode, en fait, que j'ai trouvé vraiment pas bon, quoi, tu vois. Non. Là, on est vraiment sur les années les plus incroyables, en fait, pas de Hulk, mais je dirais de Peter David, qui est au sommet, en fait, sur le personnage. Ça va encore durer quelques années. Et je me rends compte que la richesse, en fait, des épisodes est totalement dingue, que ce soit en fait par les confrontations, par les dessins, par les thèmes qui sont abordés. C'est vrai que moi c'est peut-être un tort si tu veux, mais j'ai souvent en fait l'impression que les grands scénaristes, les scénaristes les plus incroyables qu'on ait pu avoir sur des comics, c'est vraiment des scénaristes qui sont imprégnés de leur époque et qui savent la retranscrire. Et là pour moi, dans ce monde fin des années 80, début des années 90, pour moi, Peter David, il est parfaitement à sa place et il est peut-être le meilleur de cette période-là, du début des années 90. Je dirais que dans la fin des années 80, pour moi, le meilleur, c'est du Frank Miller. Et derrière, pour moi, le meilleur, pour moi, c'est Peter David. Sur cette période-là, il y a 4 ans, où il est vraiment... pour moi, il est au-dessus de la mêlée. Vraiment, je trouve qu'il, dans les thèmes, dans le courage pour aller aborder des thèmes comme le sida, comme la peine de mort, je trouve ça incroyable, quoi. Surtout, quand tu regardes les années 90 en comics, c'est là que ça commence après à devenir un peu compliqué. Aussi. C'est au milieu des années 90 que ça part vraiment, vraiment cacahuète. Ouais. À partir de 95 pour Marvel, c'est de la merde. C'est vraiment très très compliqué. Il y a quand même des trucs. Ils ont fait faire faillite. Hein, donc, Ah oui. Il y a quand même des trucs, tu vois, dans le début des années 90 chez Marvel que je trouve évidemment très bon. Je m'attarderai pas sur les X-Men parce que c'est pas forcément ma grande cam, donc voilà, mais je sais qu'il y a plein de gens qui seront pas d'accord avec moi, mais j'adore les FF de cette époque-là, que je trouve absolument incroyable aussi, mais il y en a plein qui aiment pas, et je peux tout à fait comprendre. Mais c'est avec qui les FF de cette époque? Putain, je te dirais des bêtises, je crois que c'est Tom DeFalco, si je dis pas de bêtises, de mémoire, je dis peut-être une énorme connerie, mais moi j'adorais en fait cette époque-là, ouais, mais vraiment. Après, dans cette époque aussi, tu as aussi Age of Apocalypse chez les X-Men. Ouais, mais moi, tu vois, tout ça, c'est des trucs que j'ai pas lus, en fait. Ah, j'avais bien aimé ça. Quand j'étais jeune, j'ai acheté l'omnibus, tu le sais, il y a un sacré moment que j'ai toujours pas lu. Tu m'as fait acheter Prélude à Age of Apocalypse aussi. Mais ça aussi, tu vois. J'ai bien la totale, gros. J'ai bien 1500 pages.
Je sais pas. Parce que ça aussi, tu vois, j'ai pas compris, parce qu'ils ont sorti un omnibus. Et moi, j'ai beaucoup aimé Age of Apocalypse, mais Panini avait sorti l'omnibus, mais alors pas le prélude dedans. Et le prélude n'est pas si gros que ça, mais par contre, bah, ça t'explique le pourquoi de Age of Apocalypse, en fait. Comment on en est arrivé là. Et si tu lis pas ça, ben bon, c'est con. C'est pour ça que sur tes conseils, j'avais tout pris. Alors je sais que je le lirai un jour. Franchement, c'est cool. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, c'est vraiment sympa. Mais c'est vrai que là, j'ai pas envie de partir sur un truc à 1500 pages, quoi. Bon, enfin, bon, mais ça se lit bien. Ça se lit bien aussi. Pourquoi pas. Rendez-vous pour 92 ? Oui, tout à fait. Après, je sais pas ce qu'on peut rajouter d'autre là-dessus. Vraiment. Bah moi, tu vois, j'ai hâte de voir aussi. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais Liam Sharp. Ouais, bien sûr. Mais Liam Sharp dessus. On est sur la pente descendante. C'est très bon. Dommage. C'est très bon, mais on est sur la pente descendante. Pour moi. Hein. Ouais. Et après, tu peux fermer le rideau de fer, hein, les enfants. Derrière, faut pas. Je déconseille vivement en fait d'aller dessus même. Mais on ira quand même. Ah bah moi de toute façon, voilà quoi. Là, au moment où on tourne la vidéo, là cette semaine, il y a le Hulk de Kate qui sort. Je sais que je vais l'acheter, je sais que je vais le lire, je sais que je vais pas aimer. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que je suis fan du personnage et que je veux la totale. Tiens, moi j'adore Spider-Man, mais tu vois, Nick Spencer, j'ai. Hein? Bah, tu l'aimes pas tant que ça. Ah si. Mais Nick Spencer, bah, je pouvais plus en fait. Hein. Bah, non, je me suis pas infligé ça. Il maltraitait mon personnage. Moi, je me l'inflige. Je me l'inflige en fait sans me l'infliger parce que déjà parce que j'ai envie d'en parler. Déjà parce que j'ai envie de laisser quand même sa chance au truc. C'est pas parce que je sais. J'ai lu 4 épisodes en VO. Donc je sais que ces 4 épisodes-là, c'est pas pour moi. J'irai même jusqu'à dire que c'est de la merde et que c'est problématique, mais je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir dessus. Faites-moi confiance. Mais j'ai envie, j'aime à croire en fait que même le peu de temps en fait qu'il va durer Donny Cates sur ce personnage-là, il va contribuer à l'histoire de ce personnage, que je le veuille ou non. Et l'histoire du personnage, dans sa globalité, est pour moi plus importante qu'un arc. Et donc forcément, j'aime l'idée en fait de tout lire, de tout avoir. Je pourrais jamais tout avoir. Je pourrais jamais tout lire non plus parce qu'il y a des trous béants dans ma collection malheureusement. Mais j'aime essayer d'en rassembler vraiment un maximum pour essayer d'avoir une compréhension la plus globale du perso. Je ferai pas ça sur tous les persos. Absolument pas. Je fais ça que sur Hulk. C'est plus facile parce qu'il n'y a jamais eu au max 2 séries et pendant une courte période, mais sinon c'est quand même très très facile en fait à suivre. Et puis parce que c'est 30 ans, j'ai 40 balais, c'est mon fétiche depuis que j'ai 5 ans. Donc, mais tu vois, moi ce qui c'est pas Kate qui va me faire arrêter d'acheter du Hulk. Encore ces derniers temps, ce que je me disais, c'est qu'il faut que je finisse et relise Immortal Hulk. Ouais. Parce que j'étais arrivé aussi jusqu'au numéro je sais plus combien et je m'étais arrêté le temps que ça ressorte, encore la suite, et au final j'ai jamais vraiment repris, mais ça me fait chier, il faut vraiment que je le relise parce que c'est vraiment bon Immortal Hulk. Immortal Hulk, au minimum pour l'instant, j'ai tout lu 3 fois. Au minimum. En sachant que les 25 premiers épisodes, je dois les avoir lus à peu près 5 fois. Parce que sans me forcer, hein, parce que je kiffe vraiment. Et là, tu vois, je me suis relu aussi pour préparer une anthologie avec Anto, puis vraiment dans l'idée de... je vois des gens qui se qualifient d'experts d'un personnage. On est d'accord. Bref, je suis expert de rien du tout, tu vois, j'aime ce personnage-là, un expert, mon pote... faut être capable de pouvoir en dire, de tenir des conversations, faut vraiment connaître 60 ans de continuité sur le personnage. Et sur le bout des doigts, pour pouvoir se dire expert, je mesure un tout petit peu ce que c'est que de s'en rappeler de tout par cœur. Écoute-moi bien, hein, avant que tu mettes expert dans ta bio sans passer pour un con,
c'est n'importe quoi, mais bref, ça après, chacun voit midi à sa porte. Et, mais voilà, j'aime essayer de me replonger dans ces runs-là, d'essayer de m'en rappeler, de voir un petit peu les fils conducteurs et les passages de témoins entre les scénaristes. J'aime beaucoup le fait que Paul Jenkins il récupère le travail de Peter David. J'aime beaucoup que Peter David, à un moment donné, il se réapproprie le travail de Lee et Kirby. Et j'aime beaucoup que Immortal Hulk travaille aussi beaucoup sur ça, sur le travail de Lubb aussi, de Greg Pak. Voilà. Pour moi, c'est un personnage qui est vraiment marathon. Et que je le veuille ou non, et que j'aime ou pas, Kate fait partie de ce marathon. Voilà. Après, moi je me souviens aussi, plus récemment, pas tant que ça, mais le run de Jason Aaron aussi sur Hulk, j'avais bien aimé. Quand il sépare Hulk de Banner. Le premier arc est très sympa, ça ferait un très bon what if. La suite... Oui, pas tout il est bon, mais je me souviens que... Et en fait, c'est ce moment aussi, tu te rendais compte qu'en fait, le plus fou, en fait, c'était Banner et c'était pas Hulk. Ça, c'était génial. Mais c'est un arc, en fait, qui dure 6 épisodes. Ça ferait un putain d'excellent what if, sauf qu'une fois que tu as fait ça, qu'est-ce qui reste du personnage derrière? Et derrière, ça a été vite oublié parce qu'au final, ça pose plus de problèmes à la continuité du perso qu'autre chose. Mark Waid, j'adore Mark Waid, mais j'aime pas du tout ce qu'il a fait sur le perso, quoi. Il avait refait un Hulk intelligent aussi, un professeur Hulk, en fait. Doc Green, je me souviens. Et ça, je l'ai pas du tout, tu vois. C'est jamais ressorti en librairie ni quoi que ce soit. Je l'ai en kiosque. Je me le suis procuré par un oncle qui travaille au Texas. On l'a tous, cet oncle. Et qui donc du coup me fait la trad en temps réel. Et ça, tu vois, je le lirai aussi. Je crois que ça, c'est le dernier bout, vraiment, que j'ai pas en physique, c'est sûr, mais que j'ai jamais lu entre avant 87, John Byrne, et jusqu'à maintenant. On va dire 86 et jusqu'à maintenant, j'aurais tout lu. Moi, quand j'avais commencé les kiosques, je me souviens, la première histoire vraiment de Hulk que je lisais, enfin en tout cas temps réel, parution réelle, c'était avec l'Intelligentsia. Oui. On en parlait justement récemment. En fait, je t'avais dit déjà, je débarquais un peu dans le truc, j'ai rien compris. Mais en fait, tu me disais que ça avait été très mal édité de la part de Panini. Je crois que c'est la pire fois où je l'ai lu 2 fois ce run et j'ai tout en kiosque, c'est tout là. Et je n'ai jamais vu en fait un truc aussi charcuté, aussi mal produit. C'est de la merde. C'est un travail éditorial ignoble. Mais non, mais en fait, tu peux pas comprendre si tu suis leur c'est incompréhensible. Tu te dis, c'est con comme la lune. C'est parce que tu comprends pas en fait ce que tu lis si tu suis la chronologie en fait des kiosques. Et du moment où moi je suis sorti de cette chronologie-là, où j'ai pris en fait la chronologie conseillée sur Internet par des fans et tout, et d'un coup, ça a une autre gueule. Ça a vraiment une autre gueule. Pourquoi j'avais pris aussi cet omnibus? Parce que dans cet omnibus-là, où il n'y a pas tout, en plus, entre parenthèses, dans cet omnibus Marvel, il y avait... c'était dans le bon ordre et tout. Ils avaient essayé de rééditer, ils ont réédité en fait 2 Deluxe, Panini, qui est le Hulk rouge et défenseur agresseur. Ils n'ont pas fait la suite, ils n'avaient pas numéroté les tomes, il n'y avait pas de tome 1, pas de tome 2, tu vois, ils balançaient ça comme ça en se disant, oh bah tiens, ça fera... C'est catastrophique. Et pourquoi les gens ils disent que le travail du Hulk rouge, tout ça, c'est pas bon? Parce que avant toute chose, c'est édité de la plus mauvaise des manières. À un moment donné, si je t'offre une Mercedes mais que je lui crève les 4 pneus, tu vas me dire, oh bah elle roule pas bien. Ah bah ouais, mais voilà. Je dis pas que c'est un truc, c'est pas le meilleur des runs, loin de là, mais il a des choses qui sont vraiment, vraiment intéressantes dans la relation Bruce-Ross, Ross-Betty, Betty-Bruce, Bruce et son fils, Scar, Rick Jones qui devient c'est aussi, avec Scar, c'est pareil.
Moi, je lisais aussi le truc donc dans les kiosques, mais au final, il manque toute la partie. En fait, tu revois débarquer Scar, mais il manque toute la partie en fait où Scar grandit sur sa carte en fait. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je les ai pris en VO sous les conseils en fait d'Anto, si je dis pas de bêtises. Mmh. Oui, c'est ça. Je me mélange un peu, je suis désolé. Et voilà, je suis très content de les avoir et puis de les avoir lus. Ça vaut ce que ça vaut. Il y a des trucs qui sont très bien, d'autres trucs qui sont peut-être un petit peu moins bien, mais ça permet de relativement apprécier. Comme il y a un truc qui était sorti en kiosque aussi, qui est de toute façon très mauvais, c'est Dark Sun. C'était pareil, en fait, c'était un arc où tu as le deuxième fils en fait de Hulk qui est en fait le frère jumeau de Scar. Ça dit quelque chose. Voilà, mais étant donné que tu n'as aucune préparation tu n'as pas les épisodes de Scar, et t'as pas la préparation en fait de Dark Sun. Et quand tu lis les premiers épisodes, tu le vois déjà ce fils-là. Tu le vois déjà. Tu sais pas que c'est son fils, mais tu sais qu'il est là. Il est là. Et quand et donc tu as toute cette préparation là que tu n'as pas en amont. Donc quand il arrive, tu n'y crois pas à son arrivée au Dark Sun. Même en le sachant, c'est de la merde. Hein. C'est pas des. Mais disons que d'un truc nul, si tu le prépares mal, tu fais vraiment un truc excessivement nul. Même. C'est pas grave. Et malgré tout ça, voilà. Ne dites pas que vous êtes des experts d'un personnage, à moins d'être sûr de ce que vous êtes en train de raconter. Parce que, c'est chaud de se déclarer expert quand même. Dans les comics, c'est chaud. Hein. Je vais te dire, tu peux te déclarer expert de Dragon Ball, hein, tu as 42 tomes à lire et à relire. C'est ça. Déjà bien en soi. Hein. Mais il y a moyen. Mais il y a moyen. Sur un personnage qui a 60 ans d'histoire. Qui est apparu dans d'autres séries, dans machin, dans les défenseurs, dans trucs. Qui a eu des séries, des hors-séries, machin, ouais. Faut être sur ton coup. Je pense qu'en France, des vrais experts, il n'y en a pas 150. Hein. Ouais, encore, aux États-Unis. Et je suis pas dedans. Hein. Et je suis pas dedans. Non, mais Xavier Fournier, tu vois, t'as des gens qui sont vraiment des puits de science. Et puis, je vous donne un indice. Hein, si vous voulez vraiment reconnaître un expert d'un personnage, hein, généralement, il le dit pas. Ouais, c'est vrai. Généralement, il n'a pas besoin de le dire. Zizou, il n'avait pas besoin de dire que c'était le meilleur du monde. Je t'explique. Il l'était. Le Brésil l'a compris. Et je dis pas ça pour moi, parce que je suis vraiment pas un expert de Hulk. Tu te doutes que moi, il y a des trucs dans le run de Bruce Jones que tu vois, je me rappelle pas. Je peux pas me rappeler. Je fais pas du par cœur, moi, sur ce personnage. Le run de Bruce Jones, tu vois, je l'ai lu, mais comme tu dis, il y a des choses que tu oublies. Je m'en souviens plus bien, tu vois. Oui. Donc, tu vois. Et puis il y a des trucs, regarde la richesse de ces épisodes-là. Je les ai relus avec toi, je les ai lus je sais pas combien de fois. J'ai redécouvert des trucs. Oui. Parce qu'en plus, entre-temps, tu lis tellement d'autres trucs. Ouais, c'est ça. Et moi, il y a 20 ans, plus de 20 ans, 20 ou 25 ans, en fait, que j'ai pas dans l'histoire de Hulk. Voilà. Donc, je peux pas se déclarer spécialiste d'un truc comme ça, c'est pas possible. Et puis, comme quand... Le fait que tu parles aussi bien anglais qu'une vache espagnole. Disons que mon accent joue en ta défaveur. Mon accent pêche vraiment. Mais vraiment. À lire, je me débrouille. Ouais, en fait, d'à côté, je me débrouille. Mais et le fait aussi que les comics à lire en anglais, ça va. Tu vas pas lire. Ça dépend lesquels. Oui, bon, c'est sûr que si tu commences à lire du Hickman, si tu commences à lire Oxbox en VO. J'avais voulu lire Doomsday Clock en VO. Ouais, là, c'est déjà. Ouais. J'ai acheté toute la série, mais pour la collection. Mais j'ai attendu que. Merci Urban. Hein. Merci beaucoup. Hein. J'ai laissé tomber. Hein. Pardon, Urban. J'ai voulu faire les malins, mais vendez-moi la VF. Ah ouais, non, mais c'est chaud. Rorschach, là, non, là. Là, on est plus sur Ooga Booga, Where is Bruce Non, mais tu sais, si je te dis, si tu lis Oxbox, Oxbox, quand l'autre il parle dans ses théories
Hickman, tu lis ça en VO, mais tu fais un claquage. Hein, c'est pas possible. Mais même, là, il faut avoir un niveau. Quoi. Ben oui, mais c'est facile. Sinon, ça devient un calvaire, en fait. Si t'as pas le niveau de lire ça, tu trouves pas de plaisir. Je me suis commandé. Cette émission ne veut plus rien dire. Depuis environ 30 minutes, c'est deux potes qui se sont pas parlé depuis longtemps. Tu couperas. Je coupe rien du tout. J'ai pas le temps. Tant pis, ça partira comme ça. Et je me suis commandé un Epic Collection du coup. Sur Hulk. Ouais. Des épisodes qui sont juste avant le passage de John Byrne. D'accord. Juste avant Peter David, t'as John Byrne dans quelques épisodes. Et juste avant, et ben là, je me rappelle plus qui c'est. Et t'as du Salvo schéma, tout ça, mais le travail schéma est incroyable dessus. Bill Mantlo, non? Bill Mantlo, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Ouais. Il le disait dans les intégrales avec McFarlane, que juste avant, en fait, c'est Bill Mantlo. Voilà. Qu'ils avaient ensuite demandé à Peter David, mais je savais pas trop quoi en foutre de Hulk. Et là, j'aurais une quinzaine d'épisodes VO à lire. J'ai pris celui-là déjà parce qu'il était disponible et puis parce que ça me permettait de faire la jonction. Voilà. Bon, bah c'était un plaisir. Les Epic Collection. T'achètes ça où, le Epic Collection? Du coup, je l'ai pris chez Arconia. Ah oui, d'accord. Bah, c'est là aussi je prends mes VO Spawn. Pour la collection, hein, je les lis pas. C'est vrai. Donc, tu es en train de me reprocher depuis tout à l'heure de vouloir acheter le Hulk de Cates alors que toi, tu achètes des VO de Spawn que tu lis pas. Ah, mais moi, je juge. Mais oui. Non, mais en vrai, moi, je te dis, ouais, non, les Spawn, en tout cas, j'ai aussi du retard sur déjà la VF, donc il n'y a pas vraiment intérêt à ce que je me spoil avec la VO. Ouais. Peut-être un jour, mais bon, en ce moment, voilà. Et puis surtout qu'avec Nico, maintenant, vu qu'on y est tout depuis le début, voilà. Je ferai un jour sur la VO, tu vois. Vous êtes parti pour 30 ans. Ah, au moins. Nos enfants seront à l'université qu'on continuera les podcasts, les chroniques de Spawn. Mais c'est pour ça que, tu vois, j'essaye de booster Anto et j'essaye de vous booster. Alors, toi, il nous reste 4-5. 4-5, on est sorti du sable. Nous, Anto, ça, mon pote. Nous, 4-5 et c'est fini. Il va falloir produire de la vidéo. Parce que là, 2022, on n'a pas eu d'intégrale Hulk. Non. Si. Mais si. Ah si, non, j'ai une connerie. On en a eu une. Mais non, ça faisait combien de temps? On n'a pas eu deux. Non, ça il y a eu une autre. Mais si, 67, 68, je sais pas quoi. Là. Ouais, mais ça compte pas, on s'en fout. Ça. Mais t'es pas malade. Le leader, je suis pas ça. Moi, je lis Peter David, c'est tout. Pauvre type. Allez. La suite de Peter David, on a du mal à la voir hein, quand même. Ça sort vraiment au compte-goutte. Mais... Bah, normalement, c'est 1 tous les 2 ans, à peu près. Et il y a eu une fois où ça a été 1 tous les 3 ans. Après, ça pourrait être pire. On pourrait faire les intégrales Wolverine. Oh, il y en a 4 tous les 8 ans. Depuis 10 ans. ouais, c'est ça. Bloqué à la 92, je crois. Ouais. Bloqué à la 92. Et bloqué, mon petit, ils sont là. Hein. Bloqué au moment où, pour moi, ça commence à envoyer du lourd sur Wolverine. L'Ariama est incroyable. Cette émission ne veut plus rien dire des cinémas. C'est la fin de cette émission. Je les ai aussi, les Wolverine. Mais ta gueule quand j'essaye d'arrêter cet enregistrement. Pardon. C'était un plaisir. 11 mois. C'était un peu long. On va essayer quand même de faire 92 sans trop tarder, parce qu'en plus, putain, si je te dis 92 est mieux que 91. Je te crois. Transsabalement. C'était un plaisir. On fait comme d'habitude un petit pouce bleu pour le référencement. À ce qui paraît, ça sert à quelque chose. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Je suis bientôt à 3800 et des bananes. On touche au but des 4000. Un truc de ouf. Avec mon code promo NordVPN. GreenGG, vous avez droit à 10% sur NordVPN. N'hésitez pas à vous abonner et surtout comme d'habitude on se retrouve dans l'espace commentaire de cette vidéo. Je sais que Spider-Man ne viendra pas parce que ça fait longtemps qu'il ne vient plus dans l'espace commentaire de mes vidéos. Pauvre type. C'est pas vrai. Si c'est vrai. Bon, en général quand j'ai sa commentaire je troll. En plus voilà, il vient une fois par an et en plus quand il vient il fout la merde. Il fout la merde. C'est l'histoire de ta vie ça. Tout à fait. De ta vie sur les réseaux, un petit peu, gros, un petit peu. On se complète bien.
C'est rigolo les réseaux. C'est rigolo les réseaux. Putain. Allez, merci de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt pour 1992 et des formidables aventures incroyables. À bientôt. Salut, bisous. Salut.